La Cité européenne des scénaristes présente... Notre travail, vu qu'on va venir toucher les couleurs de l'image, les contrastes, enfin l'identité un peu de l'image, c'est très abstrait tant qu'on n'a pas l'image devant les yeux. Comment parler de ces images-là, vu qu'elles ne sont pas encore là du coup, il nous faut plein d'éléments en amont, scénario compris, pour se projeter. L'étalonnage et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rimbaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier, son rapport particulier au texte. À l'intérieur d'un film, il peut y avoir différents niveaux de narration. Là, le film sur lequel je travaille en ce moment, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux et sur l'utilisation des téléphones. En fait, il y a deux écritures dans le film. Il y a vraiment l'écriture de la caméra principale, où on a défini un look particulier, et toute cette écriture, on va dire 2.0, donc il y a une question de format, mais pas que. Le montage est différent aussi, le rythme est différent, et donc l'étalonnage accompagne en fait ça. Leur métier, le look, le style visuel des films et des séries. Dans ce 46e numéro de l'émission, la parole est à 3 métiers de l'étalonnage, une color scientist chargée de créer des looks en amont du tournage, un DIT pour Digital Imaging Technician, chargé notamment d'implémenter ces looks pendant le tournage, et une étalonneuse à proprement parler, chargée aussi de créer des looks avant le tournage en l'absence de color scientist, mais aussi de les approfondir après le tournage. Quel est leur rapport au scénario ? À eux trois, mes invités du jour ont notamment travaillé sur les séries Nero, Merteuil, Une amie dévouée, Plan-Cœur, Rivage et sur les films Couture, Sous la Seine, Notre-Dame brûle, L'attachement, Saint-Omer, Farang ou encore Murder Party. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Mais d'abord, je vous propose quelques définitions techniques préalables pour bien comprendre l'épisode qui va suivre. Avancez dans l'épisode si vous connaissez déjà. Aujourd'hui, vous entendrez notamment les termes dailies, lutte, workflow, masque, diffusion, température de couleur, lumière douce ou dure et dynamique. Alors à l'attaque. Les dailies, aussi appelés les rushs, sont les fichiers créés quotidiennement pendant le tournage, quotidien, daily, centralisés aussitôt à distance par ce qu'on appelle le labo, et ainsi accessibles en ligne à l'ensemble des parties prenantes du projet. Donc quand le tournage commence, l'équipe distante a accès aux dailies, aux vidéos tournées au jour le jour. Une lutte, LUT, est une table de conversion, autrement dit un fichier numérique tout fait qui transforme le rendu visuel d'une vidéo. Ça peut être une lutte créative pour donner un style visuel, par exemple un style cassette vidéo, un style pellicule de telle époque, mais ça peut être aussi une lutte technique qui vient alors corriger des défauts ou transposer la vidéo d'une norme à une autre. Par exemple, la lutte Rec 709, qui sera mentionnée aujourd'hui, propose de développer une vidéo sans parti pris visuel, donc sans look particulier. Bref, la lutte est donc un des outils pour travailler ce dont il sera plus largement question aujourd'hui, le look, le rendu visuel, le style visuel. Ensuite, le workflow, en l'occurrence le workflow couleur, c'est la chaîne de production d'un film ou d'une série, autrement dit quels métiers interviennent dans quel ordre, quel format de fichier ils utilisent à quelle étape, bref, c'est leur protocole commun de travail pour garantir un suivi et une harmonie du rendu visuel au fil de la création du film ou de la série. Les masques, maintenant, sont des outils qui permettent aux étalonneurs et étalonneuses d'appliquer une retouche visuelle à une portion de l'image et non à la totalité. Par exemple, on applique un masque juste à un visage que l'on souhaite éclaircir ou juste à un ciel dont la teinte n'est pas raccord. Quant à la diffusion, c'est un moyen de disperser les faisceaux lumineux, venant estomper les séparations visuelles trop nettes entre l'ombre et la lumière, ce qui permet notamment d'harmoniser l'exposition lumineuse. On peut diffuser une lumière lorsqu'elle est émise, c'est ce que font les nuages vis-à-vis du soleil par exemple, venant uniformiser la lumière projetée ensuite sur le sol, mais aujourd'hui il sera plutôt question de diffuser la lumière reçue, autrement dit d'intervenir sur l'image finale. La diffusion vient alors faire déborder les très hautes lumières contenues dans l'image sur les formes adjacentes plus sombres, comme un léger effet d'éblouissement. Puis, ce qu'on appelle la température de couleur correspond tout simplement à la mesure de la couleur d'une source lumineuse, exprimée en Kelvin. Bref, la température de couleur, c'est la couleur, celle réfléchie ou émise objectivement par les éléments qu'on filme. On continue avec la lumière douce et dure. On parle ici des frontières dans l'image entre l'ombre et la lumière.
Quand on filme une peau, par exemple, ou n'importe quoi d'ailleurs, et qu'il y a une frontière nette entre ses parties claires et ses parties sombres, on parle d'une lumière dure, provoquée par exemple par le soleil. Tandis que s'il y a une frontière très progressive entre les ombres et les lumières sur cette peau, on parlera de lumière douce, provoquée par exemple par un temps nuageux. Et enfin, la dynamique dans le domaine de l'étalonnage réfère à l'écart que propose une image entre ses tons les plus clairs et ses tons les plus foncés. Vous connaissez sûrement l'acronyme HDR qui promet une High Dynamic Range, une haute plage dynamique. Ainsi, plus la dynamique est grande, plus il peut y avoir de contraste entre ce qui apparaît sombre, noir, et ce qui apparaît lumineux, blanc. La dynamique peut être celle de votre écran, celle de votre film, celle d'une portion de l'image, celle qui nous est accessible ou celle qu'on choisit effectivement d'utiliser. Bref, tout cela est très relatif. Gardons donc que dans le registre de l'étalonnage, on réfère avec la dynamique à l'étendue entre le clair et le foncé. Vous savez tout. Avant de laisser mes invités du jour se présenter, il me reste à vous rappeler que les formations professionnalisantes S comme scénario de la Cité européenne des scénaristes se poursuivent en 2026. Toutes les dates sont à retrouver sur le site web s-com-scénario sans accent.com si vous souhaitez apprendre ou approfondir le métier de scénariste, avec notamment des modules proposés en e-learning, donc à distance si cela vous arrange. Je vous mets le lien en description et vous laisse avec l'épisode du jour, enregistré en décembre 2025. Bonjour, donc moi c'est Brice, je suis DIT pour Digital Imaging Technician. Je travaille sur les plateaux depuis 10 ans. Je dirais le dernier projet qui est sorti, c'est Nero, une série sur laquelle j'ai travaillé avec Florine. Oui, moi je suis Florine, color scientist. On n'a pas vraiment de terme en français parce que c'est un métier qui existe plutôt à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre. Et je travaille chez MPC Transperfect, où je fais aussi du support sur les workflows couleurs pour les effets spéciaux, mais je fais aussi des looks pour des séries ou des films. Donc j'ai bossé en effet sur Nero et Merteuil avec Brice et Mathilde, et sinon j'ai bossé sur de la série Désenchantés aussi récemment, qui est une série France Télé. Donc moi c'est Mathilde Lacroix, je suis étalonneuse ou coloriste, ça dépend, on utilise les deux termes aujourd'hui. Je travaille dans des labos d'étalonnage depuis 2005. Ok. Donc la dernière série, c'est Merteuil, qui est sortie sur HBO en novembre. Sur tous les épisodes ou sur certains Sur tous les épisodes. Ok, Brice aussi pareil, t'as fait toute la série sur Nero ? Non, j'ai fait le premier bloc, c'est-à-dire les 4 premiers sur 8. Et après en long métrage ciné, j'ai 2 films qui sont sortis cette semaine, qui sont Lady Nazca et La petite cuisine de Mehdi. C'est marrant parce que vous parlez tout de suite de vos synergies sur les différents projets, du coup ça me permet d'arriver sur la première question. Dans quelle chronologie interviennent vos 3 métiers sur les films et sur les séries ? Et où en est le scénario en général, du coup pour chacun quand vous arrivez ? Brice Barbier, DIT, donc qui implémente les looks pendant le tournage. C'est assez variable selon les projets, puisque il y a des projets où je suis arrivé après Florine, des projets où j'arrive après l'étalonneur, des projets où j'arrive le premier, il n'y a personne après. En gros, pour les DIT, il n'y a pas de norme de la moment où tu arrives sur un projet, quoi. Il n'y a pas de norme, mais il y a quand même un point de départ qui est il faut que le film existe, on va le tourner. Donc on a déjà un scénario, on a déjà un cast, on est prêt à tourner. C'est très très rare que j'intervienne avant. Donc il est financé, il est financé. Souvent la question de l'agrément est pas loin, elle est passée ou pas passée, mais le film va se faire, en tout cas. Florine Bell, color scientist, donc qui crée les looks en amont du tournage. C'est souvent le chef-op qui va me contacter, me dire « Ah, j'ai ce projet en vue, donc parfois ça peut être ça tourne demain. » Non, j'exagère, mais parfois ça tourne bientôt, parfois ça tourne dans plusieurs mois, enfin ça dépend vraiment des projets, en effet, des agréments, comme tu dis, ça dépend des personnalités aussi avec qui je travaille, mais il y a un chef-op, il est très organisé et souvent lui, il a beaucoup à cœur de préparer bien les projets sur lesquels il est, donc ça va être bien en amont, on aura bien le temps de travailler parce que la préparation d'un projet, ça va être au début on a le temps, puis après on n'a plus du tout le temps, et du coup lui il anticipe bien parce qu'il sait que il aura plus du tout le temps qu'on se parle à 1 ou 2 semaines du tournage. Donc il me parle en amont quand il a les idées claires, quand il sait encore l'image qu'il veut faire, et quand après il n'y a que des questions de décor, de matériel, de réduction budgétaire, il a plus le temps de me parler, donc c'est bon, le look est déjà fait. Il y a le discernement quand on est sous l'angoisse et le stress, voilà, et tout. C'est ça. Vous êtes jamais investis tous les deux sur des projets qui sont encore en cours d'écriture, de prépa, mais qui n'ont pas eu leur financement, etc. Ça vous arrive jamais d'arriver aussi tôt sur un projet. Voilà, c'est trop tôt, ouais. Mathilde Delacroix est talonneuse, donc qui crée les looks avant le tournage s'il n'y a pas de color scientist, puis les approfondit après le tournage. Moi, ça va être un peu pareil. Ça peut m'arriver, d'arriver vraiment même après le tournage parfois. Mais en général, les films qu'on préfère, souvent, c'est quand on est contacté bien en amont. Donc, par contre, pareil, le scénario, évidemment, est déjà là et c'est des films qui vont se tourner. Mais où, comme disait Florine, c'est le moment où on a encore du temps pour se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire techniquement et artistiquement pour accompagner le look du film, pour que tout ça, ce soit des éléments qui soient mis en place pour le tournage.
parce que effectivement, plus on se rapproche du moment du tournage, moins on a le temps d'y réfléchir. Ok. Donc, le plus c'est en amont, le mieux c'est. Par contre, il y a d'autres projets où moi, je vais arriver complètement après, c'est-à-dire que le film est déjà tourné, déjà monté, et je vais découvrir le film que à ce moment-là. Donc les prises de décision quelque part créatives arriveront a posteriori. Du coup. Exactement. Y compris sur de la fiction, du cinéma, de la série, quel que Ouais, soit le support. Ça Ok. peut arriver. Et vous avez le scénario des fois entre les mains ou est-ce que de toute façon c'est très loin pour vous, c'est très abstrait pour vous à votre place, je sais pas. Quand on travaille vraiment en amont, on a le scénario et c'est notre première base de discussion avec d'abord le chef opérateur, mais aussi avec le réalisateur. Après ça va vraiment dépendre des films. Enfin, je me souviens notamment avec Florine une fois sur le Murder Party où on était bien en amont et on a discuté du scénario avec réalisateur, chef op, autour d'une table bien avant d'être dans une salle d'étalonnage pour travailler sur des directions, quoi. Ok, un genre de dépouillement technique ou un truc comme ça. Ouais, c'est pas vraiment technique parce que c'est quand même beaucoup plus sur les ambiances et sur justement sur sur l'artistique, ouais. Voilà, plutôt sur l'artistique en fait. Qu'est-ce qui ressort du scénario dans les directions qu'on va prendre artistiquement, quoi. Moi, je dirais que l'enjeu de notre travail, vu qu'on va venir toucher les couleurs de l'image, les contrastes, enfin l'identité un peu de l'image, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le tournage, nous, ça va être un peu l'interprétation, le réglage des couleurs, etc. C'est très abstrait tant qu'on n'a pas l'image devant les yeux. Donc en fait, avant le tournage, comment parler de ces images-là, vu qu'elles sont pas encore là, les mots suffisent pas, quoi. Donc si on a un scénario, si on a un mood board, c'est-à-dire une sélection d'images diverses et variées qui peuvent être de la peinture, de la photographie, d'autres films, etc., qui vont permettre de parler concrètement de ce qu'on veut, vu que l'image sur laquelle on va travailler in fine n'existe pas, bah du coup il nous faut plein d'éléments en amont, scénario compris, pour se projeter. Dans lesquels projeter le scénario, ouais. Voilà, et de se dire, ok, donc tu veux un truc un peu doux, machin, mais en fait tout est de nuit. À la nuit, c'est plus contraste. Donc comment est-ce que vraiment tu veux une image douce en nuit? Enfin, c'est un exemple. Non, c'est bien, c'est concret, hein, je vois. Voilà, mais du coup, avoir le scénario, c'est de se rendre compte combien il y a d'extérieur, d'intérieur, de nuit, quels décors sont cités, parce que ces décors-là ont déjà un peu un look, et du coup, ça sera plus ou moins facile de faire tel ou tel look dans tel ou tel décor, quoi. Après, moi, j'ai des cas où j'ai pas droit d'avoir le scénario parce que c'est ultra confidentiel ou des choses comme ça. Ça arrive aussi, et on arrive quand même à travailler parce que du coup, là, ça va être plutôt un mood board de références esthétiques qui vont permettre de discuter, ou alors juste beaucoup de discussions pour essayer d'avoir un vocabulaire commun et un peu se projeter dans la même vision, quoi. On reçoit le scénario, c'est la première base de travail, et c'est la première projection qu'on a dans la narration. C'est hyper important. Et d'autant plus pour une réunion que font les DIT souvent en amont et qui est pas nécessairement liée à l'artistique, mais surtout au dépouillement technique dont on parlait, puisque DIT va avoir un impact sur le matériel. Donc il faut en fait comprendre quels sont les enjeux et comment le chef opérateur, lui, il voit les moyens techniques afin d'aboutir à sa vision artistique. Ça peut être le cas de figure très particulier de il y a des visios ou des téléphones dans le scénario. Est-ce qu'on utilise ces appareils pour les jouer comme accessoires ou c'est aussi des outils d'imagerie? Par exemple, est-ce qu'on utilise un iPhone comme un projecteur ou est-ce que le téléphone c'est aussi une caméra? Donc en fait, quand on fait le dépouillement technique, on fait une lecture où on se dit à tel endroit, il y a combien de téléphones, il y a de la vidéoprojection, il y a du drone narratif. Est-ce que ce drone narratif c'est aussi une caméra? En fait, tous les éléments qui sont des possibles enregistreurs, est-ce que ce sont des caméras ou ce ne sont pas des caméras? C'est fascinant parce que vos métiers, j'en parlais juste avant qu'on enregistre, mais c'est partie de ceux où on s'imagine le moins que vous ayez un rapport avec le scénario. Or, vous confirmez, vous l'avez en main, pas toujours, pas autant que vous l'aimeriez, mais vous l'avez en main et quand vous pouvez, vous travaillez avec, ce qui est important. Quelles sont les premières questions que vous posez du coup, une fois que vous avez le scénario en main? T'as parlé juste à l'instant, Brice, par exemple, des caméras, de la question est-ce que les caméras sont jouantes ou pas, etc. Moi, je dirais déjà, c'est l'ambiance en fait qui se dégage, parce que nous, ce qui va être important par rapport justement à quand on est en amont, ce qui va être plutôt la création de look, parce que comme disait Florine, l'image n'existe pas encore, donc c'est juste se projeter de ce que va être l'ambiance du film, de ce que va être... Et donc après, il y a une partie plus analytique qui va être les décors et qui va être les directions de se dire on a besoin de looks très marqués parce que je sais pas, il y a un flashback qui revient ou des choses comme ça, et que ça, c'est quelque chose qu'on veut avec une autre ambiance ou... Montrer par le traitement de l'image que ça Exactement. se passe avant, donc etc. c'est de se dire, là, on va avoir besoin d'un traitement d'image particulier par rapport à ces séquences-là, et puis surtout, globalement, quelle atmosphère on ressent en lisant, et vérifier que c'est bien cohérent par rapport aux intentions du réalisateur, la réalisatrice, du chef-op. On travaille toujours pour un film qui est déjà dans la tête de quelqu'un, donc il faut rentrer dans cette tête. Il faut rentrer dans cette tête. Et le scénario, c'est un peu le premier chemin, quoi. On supposait que la tête soit nette aussi à l'intérieur sur ce sujet-là, ce qui est aussi... Florine, ouais. Oui, c'est vrai que c'est important de se dire que si on était à tous les postes, là, il n'y aurait pas besoin de communiquer parce que tu fais ce que tu as en tête, voilà. Comme ça, on trouve ton vocabulaire avec toi-même, ouais. Voilà. Mais par contre, sinon, en effet, on va lire un scénario avec ma sensibilité. Moi, je vais avoir des images en tête, mais c'est pas celle du chef-op et du réalisateur. Or, je suis au service du chef-op et du réalisateur.
réalisateurs. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que eux ils ont en tête et que quand je vais travailler, bon, si on m'a choisi, c'est sans doute parce qu'on aime quand même mes goûts et ma façon de voir les choses. Mais moi, ce que je veux, c'est surtout me mettre au service, donc essayer de retranscrire ce que eux ils ont en tête. Donc là, c'est vraiment un travail que je trouve intéressant, quoi. Parce que si on fait toujours ce qu'on aime, parfois on risque de aussi faire toujours un peu la même chose. Alors que si on se met vraiment au service de la personne et d'essayer de comprendre ce qu'elle a en tête, ses références, et aussi de les challenger aussi, de se dire ah ok, t'as pensé à ça, mais moi j'ai pensé aussi à ça, qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'on peut pas aller trouver une particularité, quelque chose de plus rebondir dessus, ouais. Voilà, ça c'est un peu déjà vu, est-ce qu'on n'irait pas chercher quelque chose comme ça, enfin voilà. Quand il y a quelque chose, parce que je suis pas sûr que la première chose auquel pensent les réals quand ils ont leurs 30 000 interlocuteurs, ce soit la question du... Peut-être que si, hein, aujourd'hui c'est très discuté, mais la question de rendu exactement, c'est ça que je me demandais. Non, mais c'est pas une histoire de rendu exact, c'est vraiment une histoire de... Et c'est pour ça que le deuxième outil qu'on va beaucoup utiliser, c'est le mood board, parce que ça c'est quelque chose où ils vont arriver avec, souvent, parce que le chef-op l'a commencé avec le réalisateur, mais c'est aussi quelque chose qu'on va nourrir en fait en discutant en amont du film pour justement guider sur ces ambiances et sur un peu les images qu'on se projette et qu'on peut partager en commun, de dire ok, est-ce que c'est des références de peinture, des références de photographes, pour qu'on arrive à parler de la même chose. Ouais, on n'est pas encore en fait sur le rendu, plus sur l'atmosphère encore. Ouais, c'est ça, se projeter pour réussir à accompagner au mieux les premiers essais qui vont arriver, où là, pour la première fois, on aura des images qui ont été tournées. Et du coup, toi, Brice, ta première question que tu te poses sur le scénario, est-ce qu'il y en a d'autres que celle que tu t'as dit tout à l'heure ? Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, l'ambiance et les séquences spéciales. Donc, en ce qui concerne les caméras thermiques, la nuit, est-ce que nuit américaine, nuit tournée pour nuit. Moi, je guette ça parce que ça me pose des difficultés de plateau. Donc, en fait, je dois trouver des solutions techniques pour faire en sorte que des caméras qui ne sont pas des caméras deviennent des caméras de cinéma. En tout cas, suivre des nomenclatures qui correspondent à ce qu'on attend d'une caméra de tournage professionnel. Parce que les diffuseurs attendent de vous tel niveau de qualité, et toi, il faut que tu sois capable de répondre à ce niveau-là tout en utilisant des caméras qui sont pas toujours faites pour ci ou ça, c'est ça ce que tu... Disons que le diffuseur, il a pas beaucoup d'intervention à ce niveau-là. Ouais. Enfin, il a tout un tas de règles, mais on arrive à les suivre. C'est plutôt faire en sorte que la chaîne qui va suivre le travail du DIT soit cohérente d'un point de vue technique. Donc il y a toute la partie artistique qu'on a déjà évoquée, mais il y a toute la partie simplement nomenclature, ouais, mais c'est important aussi. Respect de la chaîne de travail, et puis capacité à un élément d'être suivi, c'est-à-dire toutes les décisions créatives ou techniques qu'on va prendre tout au début du tournage, c'est-à-dire au moment où moi je travaille, qu'elles suivent ensuite avec chacun des intervenants au montage et à l'étalonnage. Oui, okay. Parce qu'en fait, je sais pas si on a bien contextualisé le poste de Brice, mais donc il y a le tournage et après il y a la post-production, et le post-production ça va être assuré par un labo de post-production où on va traiter les rushs, les mettre à dispo pour le montage, les mettre à dispo pour l'étalonnage, bref, il y a toute une équipe pour les comme effets, ça qui dispatche tout le matériel. Voilà, c'est ça, qui a concrètement les rushs sur du stockage, mais qui va aussi gérer chaque étape, chaque conformation pour le travail d'étalonnage, le travail des effets spéciaux en effet, etc. Et Brice, le DIT, c'est vraiment la continuité du laboratoire sur le tournage, quoi. Enfin, du coup, en amont du tournage, il va y avoir des réunions avec le labo, le DIT et d'autres personnes de la chaîne de post-production et du tournage pour savoir, ok, comment on va gérer l'enregistrement des rushs, quelles vont être les normes utilisées, parce que, en fait, on va pas rentrer dans le détail technique, mais il y a plein de petites spécificités sur lesquelles il faut se mettre d'accord selon la complexité du tournage auquel on a affaire, selon plein de choses. Et donc, sur le tournage, il va s'assurer que tout est aussi enregistré dans les bonnes conditions. Pas que ce soit en labo, qu'ils doivent tout remettre. Alors, attends, ça c'était dans tel format, voilà, ça c'est dans tel machin, et puis savoir qu'est-ce qui a été tourné avec quoi, voilà. etc. Donc tout a été suivi en amont. C'est vraiment crucial ce moment-là de préparation du tournage et en fait de continuité laboratoire-tournage. C'est une continuité technique et aussi esthétique parce que par exemple moi je vais créer des looks en amont que je vais après donner à Brice, au DIT pour les appliquer. C'est toujours un travail qui est esthétique et technique, quoi. Parce qu'il faut que sur le tournage on puisse voir comment ça va rendre plus tard. On travaille direct dès le tournage avec un futur étalonnage basique, on va dire. Le look au sens large qui est créé par Florine, c'est un outil qu'on doit appliquer temps réel sur le plateau. Donc il est déjà, à la moindre image qui est regardée, il est déjà présent. Donc cette ambiance qui est dans le moodboard et qu'on traduit sous forme de look, il faut qu'on puisse le voir instantanément, temps réel, sur le tournage. De manière. C'est pas seulement un étalonnage plus tard qu'on pas verra. Seulement. Ah, donc on a fait ça, c'était exactement. Tu as parlé de l'atmosphère tout à l'heure, Mathilde. C'est quoi le terrain de jeu narratif de votre corps de métier ? Est-ce que c'est spécifiquement ou seulement l'atmosphère ? Qu'est-ce que raconte votre métier ? Ça va forcément plus loin, mais c'est sûr que c'est le truc le plus important parce que c'est vraiment ce qui va nous toucher et ce qui va être invisible tout en étant évident parce que c'est finalement ça qu'on reçoit en tant que spectateur. C'est pour ça que c'est vraiment hyper important
en étalonnage pour moi de regarder le film, parce qu'on a tendance à travailler sur des petits morceaux de film, mais qu'il faut souvent se remettre dans le contexte et revoir le film dans son ensemble, parce qu'effectivement, on se perd vite dans nos métiers sur des détails techniques aussi, et que l'important, c'est quand même la réception du film. Après, on va jouer sur plein de choses, parce qu'en fait, narrativement, quand on va commencer à rentrer dans des choses plus détaillées, plus techniques, on va faire ce qu'on appelle des masques pour attirer l'attention sur des éléments de certains plans. On va pouvoir retravailler sur des profondeurs de champ, sur des jeux lumineux. Par exemple, quand tu mets l'emphase sur plutôt tel aspect de l'image que tel autre, qu'est-ce que tu cherches à raconter à ce moment-là ? Est-ce que c'est juste une question de clarifier l'image ou est-ce que ça va plus loin ? Non, c'est pas forcément clarifier l'image, parce que ça peut être... C'est pour diriger le regard, quoi. Ouais, c'est ça. Je pensais justement à des masques qu'on peut faire sur des yeux, sur des personnages ou des choses comme ça, pour remettre de l'intensité aussi dans le jeu et d'attirer le regard du spectateur sur quelque chose qui narrativement est plus important à ce moment-là, était pas forcément évident si on regarde le plan comme ça. Et en fait, nous, on va pouvoir reconstruire un peu la narration grâce à ce genre de choses. Il y a un côté souligner ce qui est important. Exactement. Ouais. Il y a aussi le côté faire appel à une culture de l'image, quoi. Selon la texture qu'on va vouloir mettre dessus, si c'est plus ou moins grainé ou quoi. Enfin, récemment, il y avait le film The Apprentice, je sais pas si vous l'avez vu, où ils ont voulu faire plusieurs époques et du coup, ils ont changé la texture de l'image, les couleurs et tout pour marquer cette évolution. Elle est très visible. Moi, je trouve un peu grossière dans ce film, mais là, voilà, c'est un des exemples d'utilisation de la texture. Donner une époque finalement. Pas que, mais ça peut être ça peut être aussi, si on fait un film d'horreur, voilà, utiliser les codes un peu du film d'horreur, des désaturations, des images un peu denses, un contraste, enfin, voilà, c'est faire appel aussi à des références d'images, quoi. Enfin, si on voit une image qui fait un peu reportage télé, ça fait reportage, je sais pas comment dire, mais ça met tout de suite le spectateur dans une sorte de registre, quoi. C'est un registre et un genre, pas que Ouais, l'atmosphère. c'est ça. Okay. On a de toute façon un imaginaire avec plein de banques d'images. On a une banque d'images dans la tête, donc c'est aussi l'associer à une plutôt qu'à une autre, et puis peut-être la mélanger aussi à l'intérieur d'un film. Parce qu'à l'intérieur d'un film, il peut y avoir différents niveaux de narration, et là, le film sur lequel je travaille en ce moment, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux et sur l'utilisation des téléphones qui servent des fois de projecteur ou pas, etc. En fait, il y a deux écritures dans le film. Il y a vraiment l'écriture de la caméra principale où on a défini un look particulier, et toute cette écriture qui est l'écriture, on va dire, 2.0, qui est l'écriture des réseaux sociaux, donc qui est une question de format, mais pas que, qui est aussi un rendu d'image qui est différent, justement, parler de grains ou de choses comme ça. De ce qui est filmé par les personnages, de ce que les personnages Exactement, de ce qui est filmé par les personnages, les personnes qui se parlent en FaceTime tout le temps, voilà, qui discutent, et donc comment c'est devenu un outil complet. Et nous, on voulait aussi marquer ça à l'image, que quand on passe évidemment de la caméra principale en Venice à ce qui a été tourné à l'iPhone 15, il n'y a pas que le format qui nous saute aux yeux, il y a aussi toute une façon de raconter les choses, parce que c'est aussi au niveau du montage, en fait. Le montage est différent aussi, le rythme est différent, et donc l'étalonnage accompagne en fait ça. Je dirais que Florine, elle travaille, elle sait pas du tout ce qui va être tourné. Ouais. Quand Mathilde travaille, elle sait tout ce qui a été tourné et tout ce qui est monté, donc elle a déjà une approche narrative qui est complète, enfin la plupart du temps. Mais un niveau d'intervention qui est moindre parce que t'arrives avec une matière qui est déjà plus fixée, quoi, en tout cas, ouais. Et alors moi, c'est un peu différent du coup, parce que on est en work in progress de la matière, et donc je dois me projeter continuellement dans ce qu'on n'a pas encore tourné pour essayer de deviner la narration visuelle de demain. C'est-à-dire qu'on tourne le jour 1, c'est la séquence 142, si on a beaucoup de séquences. Et pas tourner dans l'ordre. Pas tourner dans l'ordre. Et demain, on va tourner la séquence 5. Et donc, c'est peut-être 2 espaces de temporalité totalement différentes, 2 décors différents. Peut-être qu'il pleuvra, peut-être qu'il pleuvra pas. En fait, il y a tout un tas de choses qui sont en train de se faire. Et mon boulot avec l'opérateur, c'est de se projeter et de se dire, comment on voudrait imaginer les séquences quand on ne sait pas comment on va les tourner, comment les acteurs vont les rendre. Et seulement notre matière, c'est le mood board, les choix techniques qui ont été faits et le scénario. Et de se dire, voilà, c'est notre intention, on parie là-dessus, on verra bien ce que ça donne. Et en fait, le tournage t'affine, du coup, il y a des moments où tu peux réadapter éventuellement des choses. Si seulement j'avais le temps, mais non, absolument pas. En fait, le tournage continue, et chaque jour, il faut produire, générer les proxys. Exceptionnellement, on va se dire, on va revoir une séquence qu'on a tournée, parce qu'en fait, aujourd'hui, il fait beau, ça serait mieux de faire cette séquence qu'on a fait il y a 3 semaines, de la ressortir en un peu plus solaire, mais la plupart du temps on n'a pas le temps, donc les paris doivent être malins, et du coup ça se joue même temps réel, c'est-à-dire qu'on commence une séquence, maintenant c'est couvert, dans 1 heure plein soleil, le contre-champ sera plein soleil, comment on fait, donc ça c'est les choix techniques de l'opérateur qui va venir amener une toile ou... Toi t'as investi là-dessus Si je suis en live, ouais. Si je suis sur de l'étalonnage, je vais être un peu plus discret. Tu vas pas faire de l'étalonnage on-set sur tous les projets, si ? Oui, effectivement, on peut préciser ça. Il y a 2 facettes de DIT. Il y a DIT on-set et DIT near-set. DIT on-set, ça veut dire que je travaille en temps réel sur le flux vidéo live, et je vais faire de l'étalonnage sur le flux log qui sortira directement de la caméra.
Et ensuite, je le passe à un data manager ou au labo qui va venir traiter les proxys avec le look, si c'est une forme de lutte, et les corrections que moi je pourrais apporter au cas, par clip. Oui, parce que le look est jamais appliqué seul en fait. Il y a toujours le look, c'est une base, mais l'étalonnage vient toujours compléter le look. Et c'est pas forcément une lutte, ça peut être un plugin selon ce qui est utilisé ou d'autres choses, juste de l'étalonnage. Donc on dira look. On va dire look, c'est pour ça qu'on dit look, ok, très bien. Et le deuxième pendant, c'est The 18 Year Set, qui là se rapproche davantage d'un étalonneur de rush, étalonneur de dailies, où là je vais travailler dans le logiciel d'étalonnage qui sera le même que celui choisi par le labo et l'étalonneur, l'étalonneuse. Et à partir de là, on va utiliser le même genre d'outils, donc ça va permettre une continuité aussi avec la post-production in fine. Mais du coup, c'est sur ordinateur dans ce cas-là, dans tous les cas, je suis sur ordinateur. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je veux dire, le rush est fait, t'arrives à posteriori. Je suis pas en direct, mais je suis juste à côté. T'as quelques heures de décalage. J'ai quelques minutes. Même. T'es dans la stricte foulée en fait de ce qui se tourne. En fait, c'est surtout, je suis encore sur le décor. Donc on peut, s'il y a un problème technique, on peut retourner. Ah ok, d'accord, je comprends mieux, d'accord. Et je suis avec le chef opérateur, donc il peut avoir interaction et communication. Comme s'il parlait avec la future post-prod dès maintenant alors qu'on est en train de tourner, quoi, c'est un peu ça. Disons que DIT, c'est la post-production déportée sur le tournage. Ok, c'est comme si on avait un compositeur qui est en train de faire la musique déjà sur le tournage alors qu'on est en train de tourner pour voir comment ça rend. Non, peut-être plutôt le faire comme ça pour que la musique fasse ça. C'est vrai, c'est pas tous les métiers qui ont cette chance-là. C'est assez drôle. Mais on peut aussi amener le monteur sur le tournage. Il y a de plus en plus de séquences où on va faire venir le monteur pour des séquences très spécifiques parce qu'il y a un enjeu de montage. Et qu'on veut s'assurer que tous les plans sont bien tournés et parce qu'il y a des impératifs de temps notamment. Et donc on enregistre la vidéo temps réel et le monteur ou la monteuse va procéder à ses coupes et ses raccords. C'est intéressant, juste pour voir si les plans se suivent bien et s'il n'y a pas un truc qui manque ou qui marche pas entre les deux. Putain, je savais pas que ça pouvait être à ce point-là. Oui, vu qu'on manque de plus en plus de temps, on anticipe de plus en plus ces trucs-là. Et... Ouais, puis il y a aussi un autre truc, c'est que c'est possible aujourd'hui. Avant, ça l'était pas. Enfin, quand on était en pellicule, bon là, c'était il y a très longtemps, mais quand même, c'est intéressant de voir comment les métiers évoluent, quoi, et comment on fait un peu un film comme on les faisait avant, sauf que maintenant, il n'y a plus besoin d'aller développer, tirer la pellicule, projeter, voir si ça marche ou quoi. Là, ça peut être vu tout de suite en live et du coup, il y a des métiers qui se développent sur le tournage, qui s'ajoutent pour pouvoir en effet vérifier plus vite. Mais du coup, parfois aussi, on prépare un peu moins et donc c'est peut-être un peu dommage. Il y a des avantages, mais il faut faire attention. Les gens qui viennent à ce micro disent souvent qu'ils aimeraient beaucoup prendre plus de temps en prépa, mais je me rends compte que aussi à côté de ça, vous avez de plus en plus d'outils sur place pour vous êtes moins battus si vous avez des problèmes que des... On est moins battus, mais justement, les gens, ils en abusent. Enfin, il y a ça en tête et du coup parfois on va se dire c'est pas grave si on n'a pas autant préparé parce qu'on pourra se sauver et c'est vrai, mais en fait ça peut être très long, parfois très coûteux aussi. Parfois, on parlait avec Mathilde un exemple sur un tournage, tu me disais qu'il y avait un acteur qui avait un bouton, on va dire, qu'il faut effacer ou je ne sais quoi. Si ça avait été vu et fait par une maquilleuse sur le tournage, ça aurait été beaucoup plus rapide que de venir retoucher tous les plans du film chaque seconde fait par quelqu'un en effets spéciaux. Enfin, le coût, il est pas le même, quoi. On revient au verra en post-prod qui est toujours un piège, quoi. Ouais, puis on parlait de la prépa aussi, c'est qu'en fait, on l'a dit tout à l'heure, plus on s'approche du tournage, moins on a de temps pour réfléchir parce que il faut prendre des décisions techniques, puis une fois que tout le monde est sur le plateau, en fait, ça coûte énormément d'argent, donc en fait, il faut tourner, il faut se décider, donc en fait, on n'a plus vraiment le temps de la réflexion. Donc le fait d'avoir du vrai temps en prépa, que ce soit, je pense, à toutes les échelles, mais nous, si on parle juste là de nous, ce qu'on fait, le fait d'avoir du vrai temps de préparation pour penser le look et pour avoir vraiment des intentions, ça fait que les films vont avoir une vraie identité. Alors que si tu démarres la veille pour le lendemain, t'as pas le temps de réfléchir et donc tu fais un peu comme tu peux. On garde toutes les portes ouvertes à chaque instant du tournage, en fait. Moi, je sais que c'est pour ça que j'adore quand je peux bosser avec Florine, parce que les productions entendent enfin qu'il y a vraiment besoin de temps en amont pour préparer les looks. Et en fait, moi, quand je fais des essais sans Florine, en général, on me donne une demi-journée pour faire les essais caméra. Si jamais je travaille avec Florine, en général, on va me donner 3 demi-journées, voire 4 demi-journées. Parce que, ils se disent, attends, s'il y a quelqu'un qui travaille un look, en fait, on sait bien qu'on a besoin de temps pour le faire. Et en fait, c'est hallucinant, parce qu'en vrai, quand je suis toute seule, j'ai aussi besoin de ce temps-là. C'est aussi une méconnaissance de votre métier, ce que vous pouvez apporter, parce que là, justement, ça m'arrive à la question d'après, c'était sur... Moi, c'est vrai, quand on me parlait d'étalonnage à une époque, je dis, oui, il gère la couleur. Est-ce que c'est pas un peu réducteur ? Juste la couleur, c'est vrai que c'est un peu... ça veut pas dire grand-chose, en fait, juste la couleur, quoi. Moi, je sais que quand on me demande ce que je fais et que je dis que je suis étalonneuse, de toute façon, la majorité des gens ne voient pas du tout de quoi je parle, sauf s'ils travaillent dans le milieu. Donc, on voit tout de suite. à qui on a affaire. Donc moi, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que, en fait, parce que les gens sont quand même plus familiers avec ce qu'on travaille sur les photographies, moi je travaille avec un logiciel qui est comme du Photoshop. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille une photo sur Photoshop ? On fait beaucoup plus que la couleur parce que on développe un fichier qui n'est pas regardable comme ça. Donc ça, c'est la partie technique de choisir comment on développe ce fichier pour l'afficher correctement. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, ça va être tous les outils qui vont nous permettre de donner effectivement une ambiance parce que, comme on disait, une image douce, une image
dure, ça donne pas la même sensation. 12 dur, on parle le contraste en Ouais, l'occurrence, on parle c'est de ça contraste, pour pas être... Une image très contraste, ça va pas être la même chose. Un rendu doux sur une peau, ça va pas être la même chose. Une image froide va pas nous raconter la même chose qu'une image chaude. Donc tout ça, c'est plutôt bleu et rouge, enfin bleu et orange, là tu parles en termes de couleur. J'essaie de traduire des trucs en... Et c'est des logiciels où en fait on a plein d'outils pour le faire. Donc c'est vrai que de travailler juste la couleur, c'est un peu... c'est compliqué. On parlait de texture aussi, de rendu d'image aussi au niveau des textures. On parlait tout à l'heure de mélanger des caméras. Certaines caméras doivent se ressembler. Si par exemple on filme aujourd'hui en drone, on va demander que le drone ressemble à la caméra principale du film, alors qu'évidemment c'est pas du tout la même. Ou à l'inverse, on va filmer avec des téléphones et là on va vouloir jouer des choses différentes. Donc tout ça, c'est pas que de la couleur. Et c'est en ça qu'on connaît quand même pas mal le travail du chef opérateur, même si on serait, je pense, incapable de le faire évidemment. Mais par contre, on sait avec quel outil il va travailler. Il va avoir une caméra. Bon, ok, quelle caméra déjà? Il va avoir des optiques devant la caméra, des objectifs qui n'ont pas du tout le même look selon le choix d'optique qui est fait. Il peut mettre de la diffusion. Les projecteurs qu'il va utiliser, il y a différentes températures de couleurs, il y a différents types de projecteurs, durs, doux et tout. Et ça, c'est des choses qu'on connaît parce qu'on va parfois en parler aussi avec le chef opérateur ou chef opératrice pour dire ah d'accord, tu vas utiliser quelle caméra du coup pour faire ça et comment est-ce qu'on va l'habiller, on va dire. Parce que votre boulot est extrêmement tributaire de déjà tous ces premiers choix artistiques visuels qui ont été faits. On est vraiment, enfin moi je sais que maintenant on est intégré à l'équipe image quoi. Avant on était très associé au laboratoire. Aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas parce que surtout en France on est quasiment tous freelance en tant qu'étalonneur. On est intermittent mais on n'est plus attaché à un laboratoire. Avant, à l'époque des gros labos photochimiques, les étalonneurs étaient en fixe dans les laboratoires. Salariés salariés dans les labos et tout. Aujourd'hui c'est plus le cas, donc aujourd'hui on suit beaucoup plus les chefs opérateurs, les chefs opératrices. On va vraiment faire comme il va avoir sa première assistant. Souvent il va avoir l'étalonneur ou l'étalonneuse avec qui il a l'habitude de travailler. Comme disait Florine, on connaît du coup son travail, ses préférences aussi de goût. Et donc, pour construire aussi le look ensemble, en fait, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'on fait partie vraiment de l'équipe image. Ok, et toi, Brice, quand on réduit la question de l'étalonnage à la couleur, quelle est la réaction qui devient la première là-dessus? Moi, j'aimerais bien faire un peu plus de couleur quand je travaille, mais... Vas-y, dis-nous tout. Je pense que la couleur, c'est effectivement extrêmement réducteur et on est beaucoup plus dans les atmosphères, construction du genre, l'harmonie des teintes, mais qui va avec ce qui a été tourné, donc la déco, les costumes, le maquillage. En fait, tous les autres départements, et nous, on est transversal. On vient faire une surcouche de tout ce qui a été fait par les autres. Donc on dépend énormément des choix qui ont été faits par tous les autres départements. Et à la fin, la couleur, on vient plutôt la nuancer, la doser, trouver des solutions techniques pour concrétiser l'intention créative qui a été choisie au préalable. Et parfois, on est le bras technique d'un chef opérateur qui a une intention et qui l'exprime, et à nous de trouver les solutions pour que visuellement, on atteigne ce qu'il propose, ce qu'il souhaite. Et parfois, il s'agit de le récuser, parfois, il s'agit de l'entraîner, parfois, il s'agit de se laisser faire. Il y a plein de... En fait, c'est la relation qu'on a avec lui qui va construire, si on parle du look au sens large, pas l'outil look, mais l'ambiance générale du film. Et puis pour chacun des clips, chacun des plans, chacune des situations, chacun des champs, la granularité, elle peut venir vraiment très très fine. En fait, je dirais que c'est pas nous la couleur, c'est plutôt en effet les costumes, le décor. Tu as parlé tout à l'heure de la prise de vue, donc tout ce qui était optique, caméra, lumière, et en plus il y a qu'est-ce qui est devant, donc la matière. Donc tu as parlé toi, Brice, cette fois, qui est donc toute la direction artistique, costume, HMC, etc. Donc en fait, est-ce que vous êtes en discussion avec eux? Est-ce qu'eux ils ont pas peur quand ils vous voient sur le plateau? Enfin, peur, je m'entends, mais au contraire. Qu'est-ce que vous allez faire de ce que nous on a fait, sous-entendu, tu vois? Au contraire, en fait, voilà, c'est eux qui apportent la couleur, et nous, on est vraiment un filtre devant. Enfin, il y a ces éléments-là, et comment est-ce qu'ils vont être vus, quoi? C'est avec quelles lunettes on va voir l'image. Enfin, il y a un peu ce côté-là. Et donc, par exemple, j'ai travaillé sur une série il y a pas très longtemps, qui est pas encore sortie, qui se passe dans les années 30. Voilà, il y avait un enjeu de costume énorme et de décor énorme, donc avec des couleurs. Mais le look, il allait aider, en fait, ça. Il allait aider à ramener des teintes plus pastel, plus ternies. Comment dire, sur les costumes, on fait toujours un travail un peu de patine pour pas avoir l'impression que tout le monde a des costumes tout neufs. Pour les user un peu, les rendre moins neufs. Voilà, sinon tout le monde sort du magasin, ça marche pas, quoi. Donc il y a un travail de patine qui peut aussi parfois être aidé par le look, où au final ça va harmoniser les teintes, comme tu disais, et donc nous on vient filtrer la couleur plus que créer de la couleur. Oui, vous allez pas prendre un canapé qui a été mis en bleu pour le mettre en rouge derrière, en fait, c'est pas ça. Rarement, sauf si on fait de la pub, mais du coup en fait c'est pour ça que la prépa et les essais sont super importants. Le chef op fait les essais caméra, nous amène des images avec des essais de lumière, des essais optiques, etc., avec des comédiens souvent en costume, déjà des essais de make-up, etc. Et là, on vient proposer des premiers traitements qui seront évidemment vachement affinés lors de l'étalonnage final, mais ça, c'est une première direction de traitement couleur qui leur permettra de se projeter et de se dire
ok, donc moi j'ai choisi ce costume-là. Ah ok, je vois comment il va être traité via toute cette chaîne image. C'est comme ça que ça va rendre. Bon bah super, j'ai bien choisi mon truc. Du coup, tu peux revenir à ton propre travail en disant ah oui, en fait c'est comme ça que je le voyais, ou à l'inverse, c'était pas comme ça que je le voyais. Voilà. Et du coup, de leur côté, affiner. Ouais, c'est ça. Ah oui, donc ça redescend vers eux. C'est un aller-retour parce que je pense à une séance qu'on avait fait, c'était sur Maria, un film sur lequel on travaillait avec Florine. Après avoir discuté sur le mood board, on travaille sur les essais HMC, habillage, maquillage, coiffure. Et je me souviens qu'on avait présenté la première version du look. Et justement, il y avait quelqu'un au costume qui avait réagi en disant ah mais c'était la robe de chambre de la mère. de la mère. Il dit mais c'était beaucoup plus framboise sur le plateau. Et ça l'avait vachement gêné en fait. Et donc en entendant cette discussion et en parlant tous ensemble, finalement on a décidé de changer un peu le look pour que ça transforme moins ici les couleurs. C'est en amont que c'est important pour se rendre compte, est-ce que ça va trop loin, est-ce que pas assez, parce qu'effectivement, nous, au moment du HMC, c'est vraiment un premier look, une première direction. Tout pourra bouger derrière. Bien sûr. Et les départements HMC, ils font des choix extrêmement fins sur les coloris de leur matière, c'est-à-dire costumes, tapisserie, etc. Et du coup, nous, on vient altérer le volume colorimétrique à tous nos niveaux. Et du coup, parfois, la fidélité est perdue. Et il faut soit revenir en arrière de notre côté, soit affiner du côté des départements concernés pour qu'ils retrouvent la fidélité souhaitée. Parce que moi, je me souviens, à l'époque, on était encore en pellicule, donc l'intervention, elle était quand même moindre. Où ils avaient choisi du vert bouteille, un pantalon marron foncé. Ils étaient très contents de toutes leurs nuances. Et en fait, sur l'écran, tout paraissait noir. On avait l'impression qu'elle était intégralement habillée en noir. Le support technique faisait que ça ne sortait pas pareil. Okay. Donc c'est vraiment hyper important, même sans intervention spéciale. Là, vu qu'à l'époque, c'était encore que en pellicule, c'était de dire que c'est vraiment important aussi de voir le rendu que ça va donner. Et une fois qu'on a déterminé, je me souviens, ça arrive rarement, mais franchement, ça c'est quand même assez chouette. On avait vu ça sur Murder Party, mais même j'avais fait ça aussi sur le film de Marc Duguin, Eugénie Grandet, où le chef-op m'avait convié à une réunion avec l'équipe des costumes. Donc j'étais venue à la réunion avec le chef-op. Et comme on avait déjà défini un look qui allait désaturer certaines couleurs plutôt que d'autres, ben en fait, c'était aussi nos arguments pour discuter avec où la costumière hésitait avec une robe verte et une robe bleue, et on avait dit bah non, ce serait mieux vert parce que finalement nous, dans le look qu'on a décidé, le vert sera plutôt mis en valeur. Et je me rends compte que c'est très chaotique ce fonctionnement parce que vous fonctionnez avec tellement de corps de métier en aller et en retour à chaque étape, pré-prod, prod, post-prod. Parce que moi j'avais une question un peu centrale de cet épisode que je vais vous poser maintenant. C'était un truc un peu plus terre à terre de comment vous traduisez les intentions narratives en solutions techniques. Sur un scénario, il y a un personnage qui doit avoir l'air d'eux ou qui doit dégager telle chose, je sais pas, telle humeur, ambiance, j'en sais rien, etc. Comment vous, techniquement, est-ce que des fois c'est aussi linéaire que ça de dire vous avez tel cas de figure et vous le traduisez de telle façon artistiquement dans votre métier, ou est-ce que c'est toujours de toute façon en dépendance de 3 milliards de trucs et c'est très difficile de faire une espèce de théorie générale? Pour moi, on est beaucoup trop en interaction sur plein de choses. C'est pas... Je sais pas si j'ai bien compris la question, mais ça me fait penser à des films comme La Soif du Mal où ils vont choisir telle façon de filmer tel personnage. Enfin, du coup, ça va être des choix de cadrage ou tout. Enfin, nous, ça veut pas être un choix que de nous, quoi. Si dans la mise en scène, il y a vraiment un choix assez spécifique de se dire tel personnage aura toujours cette couleur associée avec les costumes, le décor, machin. Oui, nous, on pourra le souligner. Ça vous arrive jamais, vous, à votre échelle, de vous dire je propose que tel personnage, on le colorise plutôt, on le rende plus pâle tout le long, ça accentuera tel truc qu'on a perdu à telle étape? C'est du maquillage aussi, c'est de la mise en scène. On peut corriger des choses, mais on prendra pas l'initiative de faire des choses comme ça. Ok, s'il y a des décisions de ce type-là, même si c'est de la couleur ou de l'étalonnage, de toute façon, c'est pris par le chef-op, le réel en amont, c'est pas vous qui les prenez. C'est surtout que, moi je pense à une séquence où la jeune fille était censée être shootée et en fait au niveau du maquillage elle était pimpante et rayonnante. On te demande en étalonnage d'essayer de faire quelque chose narrativement pour un moment précis, mais en vrai ce sera jamais aussi bien qu'un maquillage qui a été bien fait au moment du tournage, quoi. Donc après tu peux le faire narrativement, tu peux raconter des choses ponctuellement, effectivement, un personnage qui est malade, qui est pas bien à un moment donné, le rendre plus pâle, voilà, quelque chose qui va accompagner, qui va accentuer quelque chose, souligner quelque chose, mais ça va être souligné, c'est le souligner, c'est très local du coup. Voilà, pour moi, à partir du moment où ça a pas été la fameuse phrase qu'on déteste tous, on verra ça en post-prod, si ça a pas été pensé en amont, ça marchera jamais aussi bien. Ce ne sont que des étapes qui s'ajoutent les unes aux autres, en fait. Pour moi, qui interagissent. Ouais, pour moi, il y a rien qui se fait seul. Qui existe purement en soi, par soi-même, ouais. Florine, ouais. Après, moi, je pense plutôt à des plus petits projets d'amis qui font des courts-métrages ou quoi. Enfin, je faisais l'étalonnage de ce projet-là
Vu que c'est un bon copain, qui fait le film, là on en parle en amont, il me explique un peu ce qu'il veut et du coup je peux donner des petites idées de se dire ah ok ça c'est ton univers, moi je le verrais bien passer par des couleurs un peu saturées, par ci, par ça. Tiens, ce personnage-là, tu vas l'habiller comment? Moi je prendrais plutôt cette couleur-là, elle sera plutôt voilà. Mais là je sors un peu de mon rôle d'étalonneuse. Ça montre ce que tu pourrais faire si jamais tu avais plus aussi d'empreinte artistique sur un projet quelconque. Ça, c'est voilà, voir où tirer. S'il y avait un rôle plus direction artistique, et je pense que ça existe à l'étranger plus, mais je pense que ça dépend aussi des gens. Je pense que ça existe aussi en France, ça dépend des personnalités, ça dépend des duos, trios de création autour du réalisateur. Il y a des fois des chefs d'éco qui sont vraiment en binôme avec les réals, qui sont plus dans la direction artistique, et c'est là-dessus que moi je trouve ça super quand on peut être vraiment en discussion, de participer à des réunions avec les costumes, avec les décors. Moi je trouve ça super. Du coup, par rapport à ta question, ça serait plus soit un directeur artistique, soit plutôt la costumière, les personnes qui vont vraiment ramener les couleurs, la matière, ou même le chef-op peut-être qui pourra le suggérer. Je sais que un chef-op avec qui je travaille, il travaille énormément avec les décorateurs pour s'assurer de la couleur des murs, la couleur des éléments et tout, parce que c'est ce qu'il va filmer, donc il a besoin que ce soit les couleurs qu'il veut, quoi. On a dit tout à l'heure qu'on repoussait beaucoup de décisions. Ça, ce serait aujourd'hui une solution qui serait, techniquement repoussable, quoi. On pourrait tardivement prendre une couleur et la tirer vers autre chose en post-prod. C'est pour ça que je disais ça. Ouais, bien sûr. Après, en vrai, si jamais on n'a pas pensé à ce qu'on filme et qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on filme, on sera jamais satisfait en post-production. Moi, d'expérience, à chaque fois qu'il y a des problématiques qui ont eu lieu sur le tournage, de choses qui n'ont pas pu être réglées, de toute façon, c'est toujours une insatisfaction. Même si tu bouges la couleur du mur, c'est pas ça qui fera marcher la scène. Oui, parce que finalement, c'est des petits cumuls de choses qui font que... Donc là, finalement, la jeune fille, elle avait pas l'air si droguée que ça, mais en fait, ça se passait très bien, parce que comme la scène, elle était super et que la comédienne était super, finalement, on s'en fiche qu'elle soit pas... Si on revient un peu à ta question, peut-être que nous, on s'intéresse pas tant que ça au personnage, mais plutôt au temps et à l'espace. Notamment, si on parle de la figure du flashback, on va proposer probablement une texture d'image différente, un look différent, des cas très spécifiques des caméras spéciales dont on parlait tout à l'heure, caméras thermiques, infrarouges, tout type de traitement bizarre. Et donc là, nous, on va pouvoir être force de proposition. Autant le look général, il est généralement décidé avec là où le color scientist et là où l'étalonneur. Autant pour tout ce qui est alternatif, je pense qu'à chacun de nos postes, on a voix au chapitre et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir être aussi un peu créatif. Il y a tellement de lieux communs en couleur de flashback qu'il y a toujours une proposition à faire. Faut que ce soit à la fois très clair et en même temps pas ce qu'on a vu 1000 fois. Ouais, ou notamment les conversations au téléphone qui sont pas à filmer avec un téléphone mais avec la caméra principale, elles vont être à 2 endroits différents, à 2 temporalités. Il y a les jet lag aussi à gérer, les fuseaux horaires. J'ai vu ça dans un cas de figure très récemment, c'est pour ça que je pense à ça. Ouais. Où ça fonctionnait pas du tout, le champ contre champ d'un appel à l'autre qui se passait un aux États-Unis, un en France. Parce que la texture d'image correspondait pas du tout. On a l'impression d'être dans une pièce l'une de l'autre, alors que ces séquences avaient été tournées de manière totalement indépendante. Donc là, j'ai l'impression qu'on a une pierre à apporter à l'édifice. C'est beaucoup plus local, en fait. Quand je parlais de transformer des choix artistiques en décisions techniques, en fait, c'est un truc qui peut arriver aussi à l'échelle très locale. C'est pas seulement sur le look général du film, effectivement, ou de la série. Ouais. J'ai l'impression, globalement, que moi, j'essaie de faire accorder les plans d'une même séquence. C'est-à-dire que j'ai une unité de temps et une unité de lieu. Et comme cette unité n'est pas respectée au tournage, puisqu'on fait un plan, puis l'autre, puis le troisième, puis etc., et parfois l'espace change, les choses changent, la nuit tombe, souvent. Et du coup, mon objectif principal, il consiste à faire en sorte que tous les plans de cette séquence, ils soient cohérents. Donc parfois, effectivement, il y a des astuces, parce que la nuit tombe, donc on resserre les plans, les projecteurs viennent se rapprocher, il y a des projecteurs qui arrivent, et puis on finit par dire, on peut plus tourner parce qu'il fait nuit, et qu'on est dehors. Imaginons, en tout cas, qu'on ait un look, qu'on ait une texture, qu'on ait des optiques, enfin tout ça est déjà là. Moi, à mon poste, je viens en fait faire en sorte que les choses ne soient pas criardes les unes avec les autres. Les remettre sur les rails. Donc à la fin, au montage, on se dit en fait tous les choix sont cohérents, c'est-à-dire le personnage il se déplace, je change de plan, je suis toujours dans le même espace, j'ai pas l'impression de sortir de la pièce quoi. Ou que le jour a changé. Parfois on tourne sur 3 mois d'écart, il y a des plans raccords, un en studio, un en extérieur jour et un sur les quais de la Seine, il faut que tout ça matche. Enfin ça je pense que c'est super important parce que sur plein de projets il n'y a pas les DIT, faut un certain budget je pense pour avoir un DIT, dis-moi si je me trompe mais il n'y a pas sur tous les projets si. C'est à partir d'une certaine échelle de projet parce que le poste n'est pas absolument nécessaire. C'est un poste de confort créatif et technique. Il existe à partir du moment où on s'autorise une personne en plus dans l'équipe caméra. Moi, souvent, je travaille avec des projets où il y a quand même un DIT dessus. Je me dis, c'est vraiment bien
marqué ça parce que, en effet, ça permet de prendre des choix de montage qui auraient peut-être été moins faciles si les plans raccordent pas entre eux, quoi. Tu vas peut-être être plus à se dire, je sais pas si ce raccord il marche parce que. Pour une question de lumière qui en fait aurait pu ne pas être un problème parce qu'en Voilà, général on c'est pense ça. plutôt à est-ce que les axes fonctionnent et ce qui pour le coup là on peut plus rien faire, mais effectivement là en l'occurrence ça permet d'avoir plus d'amplitude de montage derrière. Peut-être qu'il y a des monteurs expérimentés qui diraient qu'ils arrivent très bien à faire sans, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment chouette parce que pour le réalisateur aussi qui a besoin de découvrir son film et qui est peut-être un peu moins technique et du coup peut-être aussi qui va plus être marqué par ses sautes et tout, un poste comme ça qui vient faire correctement toute la chaîne de préparation du montage, c'est crucial, quoi. Ouais, c'est plus un confort. C'est peut-être pas un choix très sur le scénario qui est très marqué, mais en tout cas finalement ça a une grosse influence, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais je vois très bien, parce que quand on parle que de continuité, on dit bon la continuité c'est pas sexy, c'est le minimum, enfin d'avoir les plans qui se suivent, on pourrait imaginer ça, alors qu'en fait c'est une difficulté à garder c'est pas sur le minimum sur la plupart des projets. Ouais, donc, je comprends complètement. Et ça va pas de soi du tout. Non, ouais, oui, c'est tout ça. à fait. C'est-à-dire, on tourne un plan, on tourne le même plan 5 minutes après, il est probablement par raccord, enfin, en tout cas en lumière du jour. Le truc, c'est que souvent, les productions aujourd'hui, elles décident que l'étalonnage, ça coûte trop cher. Donc en fait, on va juste mettre le look sur les rushs et se contenter de ça. Il y aura même pas de rattrapage pour ajuster les des trucs. fois non, des fois non. On a peut-être fait 4 looks pour le film et en fait, les 4 looks vont être appliqués et pas plus que ça, quoi. Après, à une époque, c'est devenu un confort, mais quand on se replace rétrospectivement à l'époque de la pellicule, on rebougeait pas localement l'image. On avait une image globale qui arrivait telle quelle. Et... Sauf qu'à l'époque de la pellicule, t'étais bien obligé d'étalonner les rushs, vu que tu pouvais pas. Oui. T'étais obligé de passer en positif, c'est-à-dire que le négatif arrivait au labo et t'avais bien quelqu'un qui était obligé de tirer les rushs. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas localement dans l'image. Ouais, mais il n'y a pas besoin d'être localement dans l'image. En fait, quand on fait de l'étalonnage de rush, on fait quelque chose de global. Moi, je fais pas d'étalonnage localisé. Non, parce que tu parlais de masse tout à l'heure, c'est pour ça. Les masques, on les fait que en post-production. On les fait jamais au moment du tournage. Enfin, extrêmement rare en tout cas. Ouais, c'est extrêmement rare, oui. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Donc. Mais en fait, quand on fait l'étalonnage de rush, on met un réglage global sur l'image. Mais on fait en sorte que les plans raccordent, etc. Il n'y a que vraiment au moment de la post-production où là, on va faire des masques pour faire ressortir des éléments et des choses. Et juste par rapport à, je repensais à ce que tu disais sur le côté créatif, en fait, ça va beaucoup dépendre des projets. C'est-à-dire que si on est vraiment dans un film, on a du temps en amont, en fait, le côté créatif, il va se faire au moment où on va travailler sur ce look et sur cette direction. C'est à ce moment-là qu'on peut déjà commencer à faire des propositions vraiment narratives qui vont être intéressantes et qui vont être utilisées dès le tournage. Ouais. Et puis parfois, moi, c'est souvent quand c'est, par exemple, des coproductions avec l'étranger, en fait, le film fait la post-production image en France. Et donc, forcément, c'est pas des gens que je connais en amont. Donc c'est plutôt les productions qui me présentent au chef-op et au réal. Et donc, effectivement, le film arrive et on n'a pas du tout, il n'y a pas de look, il n'y a pas d'intention, qui ont été posées en amont. On n'a pas forcément travaillé en amont ensemble. Dans ces cas-là, c'est pas le scénario que je vois, c'est le montage. Il y a tout à faire. Mais c'est quand même l'histoire au final, c'est-à-dire que tu pars quand même de l'histoire. Et comme ce que je reçois au montage, c'est surtout les ambiances et on va tout de suite parler des intentions artistiques à ce moment-là. Et c'est vrai que moi, j'ai vu ça sur un film qui s'appelait Tiger Stripes. Ils ont eu un problème avec leur DIT sur le tournage en Malaisie et ils ont monté en log, donc sur une image complètement grise. Complètement neutre où on peut tout faire. Et, alors, plus que neutre, c'est-à-dire que c'est pas contraste, c'est saturé. Voilà, ouais. Alors que ça se passe dans la jungle en Malaisie. Donc évidemment, tu reçois l'image, t'as qu'une envie, c'est que les couleurs soient hyper saturées, que ce soit hyper brillant, hyper... Et donc, en fait, là, les propositions artistiques, elles arrivent tout de suite, parce que moi, je vois ça et je dis, OK, on est d'accord que... T'as une feuille blanche, en fait. Exactement, on est très loin de ce qu'on veut. Et donc là, c'est vraiment une proposition qui arrive... C'est même pas une feuille blanche, malheureusement. Oui. C'est une feuille qui a une intention qui est fausse. Ouais. C'est pire. Oui, c'est qu'en plus ça biaise ton regard parce que ça t'amène déjà Exactement. un premier regard Ouais. et tu vois déjà le film comme ça quand tu le vois. C'est ça, et eux ils ont monté comme ça, donc en plus, mais heureusement, la réalisatrice était très consciente du problème technique et très vite, moi je suis partie dans des propositions très très fortes avant l'étalonnage où je lui ai dit ok, il faut tout de suite qu'on échange sur des images et qu'on discute. Et après, elle en vrai, ses références c'était des films d'horreur japonais des années 70 donc on s'est très bien entendu très vite, il n'y avait pas de problème. Mais voilà, là pour le coup, au niveau narratif, on a dû tout créer à ce moment-là. Il y a beaucoup de métiers qui se plaignent en post-prod quand je les reçois que déjà il y a l'intention qui a été posée au montage, par exemple la musique ou des choses comme ça qui font que on a intégré que le film c'était ça, alors qu'en fait il faut reprendre tout à zéro. Et derrière, comment tu fais pour aller contre une mauvaise première intention, alors que vous, quand effectivement votre étalon, enfin votre look est posé en amont, ce qu'on parlait depuis tout à l'heure, au moins tout le monde sait vers quoi on va. Il y a pas un moment où il faut faire le deuil de tout ce qu'on a vu pour être capable de repartir à zéro sur un autre, par exemple un autre look, quoi. Soi-disant on dit oui, mais au montage de toute façon personne ne voit, c'est la copie de travail, et c'est pas vrai. C'est envoyé au festival, c'est envoyé aux diffuseurs, c'est envoyé aux chaînes pour être validé. Moi je me souviens d'avoir fait une série, c'était un téléfilm, on a fait exprès une image hyper contraste sur les rushs, parce qu'on savait que sinon à la télé, ils nous laisseraient jamais faire ça, parce qu'on savait que derrière, nous, on ferait un peu moins contraste, mais que si on allait dans l'autre sens, jamais ils nous laisseraient contraster. Et comme nous, on voulait un truc quand même un peu dur, on a été beaucoup trop fort sur les rushs en disant, au moins, après, quand on va faire notre image,
ils vont trouver ça tranquille. Parce que sinon, en fait, surtout avec les chaînes de télé, c'est encore plus vrai qu'au cinéma, parce qu'on a quand même, je pense, encore un peu plus de liberté au cinéma. Mais sur les chaînes de télé, c'était vraiment... Et donc, la stratégie, c'était de dire... C'est anticiper comment ça va être pris. Exactement. Et comme ça, après, ils vont bien nous laisser tranquilles sur l'étalonnage. J'avais causé avec un comédien une fois qui me disait que quand il y avait une intention, quand il demandait qu'il aimait pas trop, il faisait exprès d'en faire trop, il le jouait trop pour la personne dire non, ça marche pas, pour l'amener sur ce que lui voulait dans son intention ça, de on jeu. a C'est tous nos petits... un truc un peu psychologique, faut ramener ça, c'est drôle. Et comment vous évitez, parce que dans la couche créative, vous arrivez tard, on va dire, on parlait tout à l'heure qu'avant, il y a les choix d'optique, de lumière, etc., de matière. Comment vous faites pour éviter que votre travail ne redonde trop avec ce que le reste raconte déjà, en fait? Parce que c'est toujours ce risque de tout le monde raconte la même chose, et si on est triste dans à la fois la couleur, le jeu, la musique, l'image, il y a un côté très démonstratif. Comment vous trouvez vos espaces d'expression pour ne pas redonder avec ce qui est déjà raconté? Moi, j'ai l'impression qu'on va suivre ce qu'ils veulent raconter, donc on va pas essayer de raconter autre chose, quoi. Oui, je dis pas aller contre, mais dans le sens trouver votre nuance, qui soit pas une nuance qui préexiste dans, je sais pas comment dire la chose. Après, je pense qu'on n'arrive pas si tard que ça. Enfin, dans l'idéal, on arrive à un moment où ils sont encore en train de chercher, idéalement, hein, quand on peut travailler correctement, j'ai envie de dire, parce que les choix d'optique, les choix de caméra, c'est encore... C'est un work in progress au moment où on intervient. C'est ça. Et après, sur redondant ou pas, j'ai envie de dire, en fait, ça va tellement dépendre des projets. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on va vouloir raconter quelque chose en étant un peu à l'opposé à l'image, justement, en racontant quelque chose de triste, mais avec des couleurs. Et en gros, c'est pas une difficulté pour vous de vous dire où est ma place? Enfin, tellement de places qui sont prises, tellement de choses racontent tellement de choses, comment je fais pour l'enrichir sans soit redire un truc qui est déjà dit, soit faire du hors-sujet? Ouais, moi j'ai jamais senti ça en tout cas. J'ai toujours l'impression qu'on a une vraie place. De la même manière. En tout cas, nos outils à nous, narratifs, sont relativement subtils. C'est-à-dire rendre la séquence pathos par la couleur, il faut pousser beaucoup. Il faut vraiment pousser les curseurs. Des fois, là, sur le film sur lequel je travaille, il y avait une intention qui avait été prise au moment du tournage, qui finalement a complètement changé au moment du montage. Donc ça, c'est un bon exemple. Ouais. Donc c'est une séquence de rêve où elle devait casser un mur, où derrière elle avait un mur de LED, et finalement dans le montage ça marchait beaucoup mieux qu'elle casse directement le mur de LED. Sauf qu'évidemment c'était pas éclairé comme ça, vu qu'elle était censée casser d'abord le mur de sa chambre pour accéder au mur de LED. Donc il a fallu réinventer complètement ça, et donc en effet on a fait des séances d'étalonnage en amont de l'étalonnage pour être sûr que ça fonctionnait, pour faire vraiment une recherche complètement différente et proposer un pré-étalo différent pour tout ce qui allait être fait aux effets spéciaux. C'est de la post-prépa, quoi. C'est de la prépa C'est de post-tournage. la prépa, ouais, voilà. Donc ça, c'est le gros avantage de tourner avec les caméras aujourd'hui. Ce qu'on pouvait pas faire en pellicule avant, c'est que là, on est en RAW, donc évidemment, on développe complètement le négatif, on va dire l'équivalent négatif différemment, et donc on peut complètement manipuler encore ces outils. En fait, on peut post-paramétrer la caméra, c'est-à-dire qu'on peut faire comme si la caméra était plus sensible alors qu'elle l'était pas, parce qu'il y a tellement d'informations. Donc là, on a complètement changé la température de couleur. Dans une certaine limite. Oui, dans une certaine limite, évidemment. Mais là, on a complètement changé la température de couleur et on a complètement trafiqué ces images pour, d'une séquence qui était complètement monochrome bleu, finalement, on a deux couleurs complètement saturées, bleu et rose, et une séquence complètement folle, mais où on a récupéré des couleurs qui n'étaient pas du tout présentes, du coup, sur l'intention qui était au départ. Je dirais pas qu'on va essayer de se faire notre place, parce que on a une place dans la chaîne, enfin, on est là, on doit aider à ce que le traitement de l'image soit développé, enfin, que l'image sorte. Donc, de toute façon, on a une place. Mais ce qu'on va peut-être plutôt essayer de faire, c'est de se dire, enfin, moi, en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est de se dire, cette image, j'ai déjà vue. Je trouve ça dommage. C'est quoi l'image de ce film? C'est qu'est-ce qui fait que ce film-là, cette série-là, je vais m'en souvenir? Comment est-ce qu'on fait pour raconter ça? Parce que tu vois, aujourd'hui, on me donne souvent des moodboards avec des images, avec les mêmes contrastes couleurs, avec les mêmes films qui sont pris en référence, des chefs-op stars qui sont en ce moment. Enfin, tu vois. Et là, je me dis, oui, moi aussi, j'aime cette image. Évidemment que j'aimerais faire pareil. Mais ça fait le 10e moodboard que je reçois pareil, donc peut-être que je vais essayer de dire, ok, cette histoire-là, c'est ça. Ah, il y a un truc dans Désenchanté, il y a un truc entre le passé et le présent. Il y a deux looks à trouver. D'habitude, on fait un contraste cyan dans les basses, chaud dans les hautes. Et si là, on essaie de plutôt trouver dans les basses une lumière plutôt bleu-violet, enfin je sais pas, mais tu vois, essayer de changer de teinte. Bon, on n'a pas 50 000, enfin si, il y a plein de teintes, mais bon. Personnaliser un peu. Voilà, qui fait que peut-être qu'on s'en souviendra un peu différemment de cette image-là, en restant un peu subtil, pas être trop subtil, sinon c'est une image qui ressemble à toutes les autres. Mais il faut que cette discussion-là, elle ait eu lieu avant le tournage, parce que le chef-op, du coup, il se dit « Ok, ouais, c'est cool, j'aime bien cette idée-là, on va aussi le travailler à la lumière, on va aussi le travailler avec les filtres, avec ça, et que du coup, tous les mouvements vont aller dans cette direction-là, quoi. » Le chef-op, ce premier étalonnage qu'on a travaillé ensemble, il va l'utiliser sur ses deuxièmes essais. L'idéal, c'est ça, c'est d'avoir plusieurs séances d'essais, évidemment, pas que ceux à TSF devant une toile, le sur piano le parking, et le mur tout rouge, ça, le parking, devant les camions. L'idée, c'est d'en faire sur décor avec la matière. Voilà, c'est d'avoir le maximum
maximum d'éléments et puis surtout de le faire en plusieurs étapes parce que comme ça, on a un premier look, on travaille un premier look avec Florine. Avec le look de Florine, moi je fais l'étalonnage et ça nous fournit un premier outil pour le chef-op sur le tournage. Et il fait une deuxième série d'essais avec cet étalonnage qu'on a travaillé. Et donc lui, évidemment, il peut aller plus loin. On travaille beaucoup comme ça avec Sébastien Buchmann. Il va faire une deuxième série d'essais où il va tester d'autres filtres, d'autres décors. Et donc il va nous amener beaucoup de matière aussi pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Et donc on va voir plus de costumes. Donc on va aussi discuter sur tous ces rendus-là. Et il y a vraiment une place. Et c'est vraiment l'idée de créer une identité en fait. Tu as parlé un instant, Florine, du côté de ne pas être trop subtil, sinon ça se voit pas. Tu as aussi parlé brise de subtilité. Et donc moi j'avais aussi une question là-dessus, c'est qu'on sait aujourd'hui que vos logiciels d'étalonnage, ils ont une granularité, un nombre de boutons et de trucs qu'on peut tourner, on peut tout changer de partout jusque dans le détail. Est-ce que pour vous ça c'est une chance vraiment par rapport à avant, ou est-ce qu'artistiquement à l'inverse c'est plutôt un risque ou un truc qui risque de vous perdre? En fait, c'est super de pouvoir faire tout ça. Après, Florine et comme moi, on travaille sur des outils extrêmement contraignants. En tout cas, on se limite. Il y a des milliards d'outils. Il y a des outils qu'on peut créer tous les jours. Maintenant, on crée les outils. Et en fait, on utilise souvent les mêmes outils. Moi, j'ai pas le temps d'aller dans la granularité. Donc, en fait, on reste primaire, ambiance générale, et raccord d'un plan à l'autre. Ouais. Et en fait, ça suffit. Voilà, c'est ça. Okay, ouais. En fait, ça dépend vraiment, en effet, à quelle étape on intervient. Il faut faire attention à ce que cet outil déjà soit stable, parce que y a en effet des nouveaux outils qui sortent dans les logiciels. Parfois, ils sont pas forcément stables. Il y a plein de bugs. Ça, déjà, il y en a pas mal. Après, c'est assez compliqué. Comment dire, ta caméra, elle a des propriétés de couleur. Le cinéma ou la télé sur laquelle on va diffuser, ça en a d'autres. Dans l'espace d'étalonnage qu'on va choisir, il y aura encore des trucs. Donc, on va faire pas mal de conversions d'espace couleur, on dit ça. Et ça, selon l'outil que tu utilises, il peut aussi y avoir des problèmes, des incompatibilités, des couleurs tout d'un coup qui vont devenir ultra saturées parce que la conversion des trucs un peu techniques. Donc, il faut savoir les utiliser, faire attention. En gros, plus on l'utilise, plus on s'expose au fait que ça shift d'une étape à l'autre aussi. Il faut faire des tests, en fait, s'il y a de la discothèque ou des choses comme ça, si ça va bien marcher dans toute la chaîne. Et aussi, par exemple, si on travaille avec les effets spéciaux, le travail que va faire Brice, par exemple, en amont, le pré-étalonnage, on va vouloir l'appliquer sur les effets spéciaux, mais on va vouloir l'appliquer de manière très simple, et parce que le logiciel d'effets spéciaux peut pas appliquer toutes les différents outils qu'on peut avoir aujourd'hui, quoi. Donc, il va falloir qu'ils se limitent. Enfin, bref, et du coup, faut aussi parler avec la chaîne, quoi, se dire quels sont les plans qui vont partir en effets spéciaux, comment ils vont revenir, etc. Il y a que à l'étape de toi, Mathilde, dans la post-prod, que quelque part, on peut s'autoriser tout ce détail-là. On va utiliser tout, vraiment, les outils, mais pareil, avec certains où il faudra faire attention. Moi, je vis ça comme une chance, surtout que j'ai commencé en pellicule, donc j'ai bien vu ce que c'était la différence. Toi, t'as vécu l'avant. Moi, j'ai vécu l'avant. J'ai eu de la chance. Je vais être très au clair sur la façon dont j'utilise les outils, parce que, en fait, la multiplicité, c'est surtout ça le problème, c'est qu'on risque de se perdre, quoi. Moi, je sais que je donne un peu des cours et c'est un peu ce que je leur dis, c'est que la première chose à faire, c'est de bien être au clair sur ce que tu es en train de faire. Comme tu peux faire énormément de choses, que tu as énormément de possibilités, que tu as énormément d'outils, si tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, en fait, tu risques de faire des choses qui abîment ton image, qui vont... C'est ça. Mais moi, la crainte que j'ai quand je vois une table de mixage pour les mixeurs ou les tables d'étalonnage pour vous, c'est que je vois tellement de boutons, je me dis, le moins de boutons que je touche, ça va tout casser. En fait, je vois ça, je me dis, non, comment parce on que fait. si tu sais bien ce que tu utilises, il n'y a pas de problème. Et du coup, tu dis, il y a tellement, forcément, tout a un lien avec tout. Si je touche ça, ça va toucher. Un peu ce truc-là de... Ouais. Après, ce qui est important, et je pense que ça, c'est vraiment un truc, c'est qu'en fait, ça va dépendre des projets. En fait, quand tu vas travailler sur un documentaire pendant 3 ou 4 jours, ou si tu vas travailler sur un long métrage pendant 3 semaines, ou si tu vas travailler sur une pub pendant 1 semaine. Pendant une journée, la pub, pas une semaine. Mathilde s'était trompée pendant l'enregistrement. Tu vas pas utiliser le même nombre d'outils non plus. C'est-à-dire que certains projets te demandent aussi la nécessité d'avoir plus d'outils que d'autres. Tu peux pas expérimenter et aller chercher pendant 2 semaines pour étalonner un film, quoi. Avant, les films, on avait 2 à 3 semaines d'étalonnage. Tu me dis si je me trompe, maintenant c'est surtout 2 semaines. Parfois, on essaie de négocier 3 semaines, quoi. Mais bon, ça reste très court pour étalonner un long métrage. Tu peux pas vraiment faire de la recherche, quoi. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir eu là le temps de réflexion en amont pour créer le look, parce que ça te permet déjà de faire un grand pas dans la direction du film, qu'on va préciser à l'étalonnage, qu'on va affiner, etc. Mais finalement, en fait, l'étalonnage, un bon étalonnage, déjà, il faut passer par la base, quoi. Refaire le bon contraste, la bonne balance pour tous les plans, c'est déjà une bonne chose de faite. C'est vraiment la première étape, quoi. S'il y a d'autres outils qui peuvent te permettre de réajuster les saturations de manière plus fine, ou, je sais pas, de faire, en effet, un travail spatial dans l'image, si t'as le temps, tant mieux. En plus, c'est marrant parce que tous les métiers me le disent, j'aurais dû y penser, mais c'est vrai que c'est la question du temps, en fait. C'est que peu importe, on a des outils de plus en plus performants et de plus en plus
plus possible. Oui, très bien, mais en fait, tout le monde a de moins en moins de temps pour faire son taf, donc ça nous fallait l'essentiel, quoi. Je posais cette question aussi parce que ça rejoint une question que j'avais plus tard. C'était sur le rendu général de la fiction actuelle. On entend beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui étaient sur le C'était mieux avant. Peut-être tu as parlé tout à l'heure, Florine, de comment personnaliser une image, etc. Est-ce que vous avez ce sentiment-là que aujourd'hui des films et des séries ont des looks qui se ressemblent beaucoup? Est-ce que c'est par rapport au fait que vos outils sont justement très développés et qu'on veut flatter l'image et qu'on veut du coup tout équilibrer? Est-ce que c'est une question d'avoir moins de temps? Ou est-ce que pour vous, en fait, c'est pas le cas? Les images sont quand même distinctes, mais il faut avoir l'œil pour le voir. Moi, je dirais que les images sont quand même distinctes. Après, souvent, les choses qui se ressemblent, c'est aussi des questions de temps et d'argent. Il n'y a pas le temps de la réflexion, il n'y a pas le temps de faire toute cette recherche qui, pour moi, est ce qui amène vraiment à une identité sur un film, quoi. Parfois, ça se ressemble aussi. Enfin, quand je pense à certains blockbusters qui se ressemblent un peu, c'est aussi parce qu'ils appartiennent à cette même catégorie, quoi. Enfin, parfois, je trouve que ça se ressemble aussi pour que le spectateur s'y retrouve. Par mimétisme. Par choix. Si jamais tu vas voir un Star Wars et que tu veux retrouver l'univers Star Wars, tu veux retrouver le look Star Wars, j'exagère un peu, mais je pense qu'il y a ces questions-là aussi. Et je trouve que quand même, il y a dans les séries qui sortent des recherches de look qui sont assez poussées, qui cherchent des choses, des identités visuelles pour pouvoir se démarquer dans cette multiplicité d'images qu'on a. Donc oui, il y a des films qui se ressemblent, mais quand même, il y a aussi beaucoup de choses qui sont... Ouais, je suis pas sûr qu'on puisse parler de standardisation du look. Souvent, on parle de Netflix, les séries Netflix se ressemblent à toutes, elles auront tous la même... Mais je sais pas. Si tu regardes que Netflix, oui, peut-être, et si tu regardes que les productions Netflix, peut-être qu'elles se ressemblent, je sais pas, je connais pas assez, mais on pourra toujours t'opposer des films sur Tank, des documentaires qui se ressemblent pas du tout aux séries Netflix. Plutôt l'intention qui soit un peu faible, soit... En fait, je pense pas que ce soit l'outil qui standardise, mais plutôt l'intentionnalité et le manque de temps, puisque quand on n'a pas de temps, on refait la même chose. C'est pas le fait de pouvoir tout équilibrer qui lisse l'image, quoi. C'est pas parce que tu peux équilibrer tout que c'est forcément le choix qui est fait. Des fois, on joue aussi là-dessus, sur de garder les accidents, de garder les choses, parce que ça fait partie aussi de la narration, en fait. Oui, tu parlais des retours diffuseurs, par exemple, le fait que tu sais qu'un diffuseur va avoir, par exemple, plus souvent envie de voir telle chose, mais c'est pareil pour tout le monde, que ce soit dans la musique, il n'y a pas des choses que les diffuseurs ont tendance à demander. Les diffuseurs, ils vont dire non pour une image ultra sombre, ultra contraste, ultra bright. Enfin, comment dire, ils vont peut-être en effet refuser certaines images qui sont un peu extrêmes, mais il y a quand même un panel de possibilités esthétiques. Oui, puis je pense que les contraintes existent plus à la télé, par exemple. Enfin, je pense que là, maintenant, on fait de plus en plus de séries, mais on est quand même au départ plutôt du côté du cinéma, et je pense qu'on a encore plus de liberté de ce côté-là, quoi. Je trouvais intéressant sur Nero le fait que toi t'as bossé sur un bloc, mais qu'il y en a eu deux en effet, et que le chef-op a changé. J'imagine que du coup il y avait un autre DIT. Il y avait une autre équipe image, complètement. Ouais. Le chef-op est arrivé avec un nouveau DIT, un nouveau data manager, une nouvelle équipe caméra. Mais par contre, on a gardé le look, et c'est l'étalonneuse Magali Léonard qui a fait les 8 épisodes. C'est ça qui est chouette aussi, de voir que, tu vois, avec une bonne préparation, avec une bonne communication, et puis l'étalonneuse à la fin qui a garanti un peu la continuité. Je trouve que ça a permis sur cette série d'avoir une bonne cohérence. Et la présence des deux DIT, justement, qui sont des métiers qui ont permis ça, même si eux n'étaient pas les mêmes personnes et se connaissaient pas, c'est un moyen de... Et finalement, on sent une petite différence, pas de look, il y a une vraie belle continuité, mais plutôt dans le choix des focales, qui est en fait très dépendant de l'opérateur. La fourchette de focales utilisée par le second bloc est beaucoup plus grande. Donc il y a beaucoup plus de courtes focales et de très longues focales, alors que le premier bloc sur lequel j'ai travaillé, on était beaucoup plus resserré dans le choix des focales. Mais ce qui est vraiment très subtil. On peut avoir une harmonie sur le look tout en ayant des différences sur d'autres aspects du chef. Et qui marche aussi un peu dans la narration. Et c'est cohérent, oui. Oui, c'est ça. Ça peut être aussi l'évolution narrative qui fait... Si le film devient plus intense, on peut jouer aussi là-dessus, ok. Mais comment les auteurs ou auteurs-réalisateurs qui nous écoutent peuvent-ils enrichir ou éduquer leur approche de l'étalonnage, vous diriez? Qu'on discute plus avant. Ouais, préparer, tester, sortir avec son téléphone, faire des plans et les mettre dans un logiciel d'étalonnage et voir comment ça réagit, enfin comprendre un peu les notions. Je sais que quand j'étalonne pour mes amis ou enfin les premiers projets que j'ai fait, les gens parfois en effet ont pas trop de connaissances de ce qu'on peut faire. Et c'est ça, du coup vont demander, dire ah mais c'est incroyable, on peut faire ça, c'est fou. Et du coup tu peux faire ça? Ah non. Enfin du coup il y a parfois des choses, les gens pensent qu'on peut tout faire ou alors sont surpris de ce qu'on peut faire. Enfin, comment s'acculturer pour avoir cette discussion avec vous, de savoir tout ce dont vous êtes capable, de pas vous sous-utiliser et en même temps de ne pas comprendre ce que vous... Pour moi, c'est de la discussion vraiment au niveau des essais, quoi. C'est pour moi le moment où tous les possibles sont encore ouverts et où on peut se dire justement, tiens, regarde, on peut aller jusque-là, ou bien au contraire, là, on peut pas aller. Et donc, c'est comme ça qu'on peut se guider ensemble, en fait. Ce qui est important aussi, c'est que la personne qui réalise ou le chef opérateur, enfin, qu'ils aient en tête ce qu'ils veulent faire
de manière très précise. Enfin, ou alors une intuition on va faire des essais pour voir cette intuition et peut-être aller un peu plus loin. Mais moi, souvent, avec des personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui vont faire leur premier film ou quoi, les discussions que j'ai en tant qu'étalonneuse ou enfin quelqu'un qui va accompagner sur le look, c'est de dire mais qu'est-ce que t'as en tête vraiment, quoi, et te limite pas, comme ça on va voir ce qu'on peut faire. Mais en fait, justement, le truc c'est que ça, il y a 150 métiers, la personne elle a peut-être une franche idée sur du n'importe quoi à son cadre, éventuellement, je sais pas, ses optiques, ou sur ses comédiens, ou sur ses costumes, et en fait, est-ce qu'elle est allée jusque-là? Mais sans rentrer forcément dans la technique, enfin, en tout cas les limites que nous on a dans nos outils, parce que finalement on est là aussi pour être le véhicule. On parlait tout à l'heure des moodboards, il faut enrichir en fait toute l'iconographie. Tout le monde reçoit énormément d'images aujourd'hui, puis à la fin dans le moodboard on a toujours les mêmes 10 images. Effectivement, c'est plutôt se promener avec son téléphone et prendre des photos des tableaux quand on va au musée, enfin se rappeler en fait de tout ça et les convoquer au moment où on en a besoin. Les clairs-obscurs de Rembrandt et la douceur des tableaux de Vermeer, je pense que je l'ai vu sur 100% des moodboards. Et effectivement, ça t'as envie que ça soit plus riche. Et en fait, pour pouvoir être plus riche, il faut cultiver en fait cette culture de l'image. Regarder autour de soi. Et c'est pas forcément d'ailleurs de la peinture. Ouais, c'est ça. D'une certaine façon, ils ont pas trop à se préoccuper de ça. C'est un peu notre problème. Eux, faut qu'ils arrivent avec des envies, quoi. Ouais, ou un vocabulaire. Mais vous avez pas des bouquins qui vous viennent, qui vous ont aidé à lire pas l'image, mais à lire, vous voyez, les couleurs autour de vous. Et je pense pas que ce soit important, en fait. C'est du sensible. C'est du sensible. Donc en fait, chacun va avoir son approche et son. Moi, je dis toujours, il y a 3 aspects dans notre travail. On est technicien, donc sur toute la partie, on est garant du workflow. On a un côté artistique parce qu'on est censé être force de proposition sur certaines choses, et on a un côté psychologique où on doit justement traduire les intentions, les envies et l'approche. Faut pas qu'ils se mettent de barrières, en fait. Faut juste qu'ils arrivent avec des envies. Et c'est aussi votre travail, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Moi, je me souviens d'avoir fait un film où la réalisatrice avait eu un problème avec le chef opérateur, donc elle se retrouvait toute seule sur le film, et elle m'avait montré son court-métrage qui était quasiment en log. Je m'étais dit, waouh, j'espère qu'on va réussir à faire autre chose. Voilà, on a passé la première journée d'étalonnage à parler uniquement de peinture, de film, et on a regardé des images, et on a regardé, et voilà. Et en fait, après avoir discuté pendant des heures comme ça, en fait, on a commencé l'étalonnage que le lendemain. Il n'y a pas l'équivalent d'un bouquin de solfège ou de convention ou de choses comme ça. Non, faut... c'est tellement multiple, en fait. Ouais. Oui. Que... Moi, je pense qu'il faut en effet se rendre compte de ce qu'on aime, se rendre compte de quelles sont les images qui nous habitent, quoi. Enfin, dire à chacun quelles sont les images que tu gardes en tête, quelles sont celles qui t'émeuvent, enfin... Ou qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que tu t'aimes pas? Qu'est-ce que tu consommes? Parce que si on va commencer à donner une recette, enfin, on n'a pas du tout envie que tout le monde ait la même, quoi. Enfin, moi, j'adore les expos, il y en a qui y vont jamais. Je veux dire, les seules recettes ou règles qu'on a comme truc global, c'est bleu c'est froid, rouge c'est chaud. Il y a quand même des trucs comme ça qui existent. C'est ça que je veux dire, mais c'est très limité. Ça va être des choses qui essentialisent un peu la couleur aussi sur le symbole des couleurs. Sur le blanc, ça veut dire ça. Oui, mais au final, on va pas trop l'utiliser, ça. Enfin, c'est ça, justement. Ce qu'on va vraiment utiliser, c'est plus un registre d'images qui va caractériser la personne, et du coup, la personne, elle va avoir pensé à son histoire dans ce cadre-là. Son décor, je sais pas, c'est une cité, enfin, c'est des immeubles comme ça, avec une lumière qui se reflète, enfin, jamais directe, je sais pas. Enfin, en fait, on va plutôt parler concrètement de sensations, quoi, de ce que le décor dégage, et du coup après ça va nous amener en fait des couleurs qui racontent, oui, le bleu ça représente un peu le froid, mais ça, tu peux avoir du bleu chaud selon comment il est filmé, selon comment il est mis en scène, quoi. Ça m'intéresse beaucoup, c'est là où la magie commence. Du côté, je disais avant hors micro, c'était votre métier avec le métier des mixeurs sont ceux qu'on considère le plus comme des magiciens. On sait pas trop ce que vous faites, vous avez plein d'outils devant vous et à la fin c'est magnifique et on sait pas ce que vous avez fait ni et votre vocabulaire on comprend pas toujours. Et c'est vrai que là j'étais un peu dans la question, j'essayais justement de choper ce truc là et on revient toujours à... On ne dira rien. Mais en vrai, je comprends qu'il y a un côté très subjectif aussi. Et puis, il n'y a pas de lexique. Mais c'est ça, voilà, il n'y a pas de vocabulaire ou lexique technique où on peut avoir, il y a 1000 façons d'écrire un plan. Il y a un vocabulaire technique, mais en fait, il n'a pas d'intérêt dans la conversation qu'on a avec l'opérateur. C'est-à-dire, moi, je veux pas que l'opérateur il me dise augmente. Rajoute-moi 0,10 voilà. de contraste. Je veux pas qu'il me parle comme ça. Et en fait, ça ne m'intéresse pas. Sinon, je suis un presse-bouton et ça m'intéresse aucun de nous. Ok. En revanche, qu'ils me disent, je voudrais que ça soit plus framboise, par exemple, ou plus doré, plus solaire. Je voudrais que là, ça soit extrêmement neutre dans la lumière. C'est des intentions d'images qui sont plus généralistes, mais qui en fait sont plus riches dans la conversation. Le fait qu'on parlait de sensations tout à l'heure, on revient toujours à ça, ok. Quelles sont les remarques que vous faites le plus souvent dans votre travail au sujet de ce qui est raconté? Donc ça peut être du scénario spécifiquement ou de l'histoire en général. C'est hyper spécifique à chaque fois. Typiquement, moi la question que je vais poser c'est est-ce que c'est le soir après le coucher de soleil ou avant le coucher de soleil? Ouais, voilà. Et en fait c'est affiner la décision par rapport... Et puis en fait, il va me dire, là c'est avant le coucher de soleil. Mais en fait, le temps qu'on se mette en place, le soleil est tombé. Du coup, ça devient l'après coucher de soleil. Après le scénario, je dirais de ceux que j'ai lus, il me semble que j'avais l'impression de pouvoir me projeter parce que tu sais, il y a marqué intérieur jour, il y a des questions de décor, enfin souvent c'est un peu décrit quand même. Et du coup, déjà, ce sont des choses qui vont me donner des couleurs en tête, qui vont me donner une ambiance. Et du coup, je me dis, ok, ça va être ça. Donc je demande vraiment tout le temps un mood board parce que je veux voir si les images que j'ai commencé à me projeter par rapport à la
la lecture du scénario, ce sont les images que eux ils ont en tête, tu vois. Parce que tu vois, moi je vais commencer à me dire, tiens, ce film, à la lecture, ça me fait penser à tel film que j'ai vu il y a pas longtemps, ou alors tiens, je suis en train de lire ça, ça me fait penser à ça. Enfin, tu vois, moi je vais commencer à le nourrir de choses que j'ai en moi, mais du coup je veux surtout savoir ce que les autres ont, et du coup se dire, ah ok, c'est marrant, c'est beaucoup plus violent, on va dire, dans le mood board que moi ce que j'ai lu quelque chose d'un peu plus doux, c'est marrant, et du coup comme ça on peut commencer à en discuter, tu vois. Après, je sais que là, sur le film sur lequel on travaille avec Florine, ils voulaient tourner l'été. Bon, bah voilà, ils ont tourné en Angleterre au mois d'octobre. Bon, bah, effectivement, ils vont arriver en disant oui, on voudrait que ce soit solaire. Ouais, mais enfin, Bristol au mois d'octobre, solaire, ce sera comme ce sera, quoi. J'ai une question qui me vient, c'est sur les peaux. Je crois que je parle souvent en premier des peaux, quoi. Parce que le visage, c'est hyper important dans notre industrie. C'est souvent autour d'un acteur, d'une actrice qu'on se construit un projet, d'un personnage et tout. Les visages sont très importants pour l'émotion. Et du coup, l'appréciation de la peau, de comment est-ce qu'on va la filmer, est-ce qu'elle va être très incarnée, c'est-à-dire peut-être très saturée, on sent la matière, ou est-ce que au contraire c'est diaphane, ça c'est un truc qui est assez personnel, quoi. J'ai l'impression que chaque chef-op ou chef opératrice vont avoir leur appréciation, goût, quoi. Même si on a une intention globale dans le film, je sais qu'avec telle personne, avec tel chef-op, c'est souvent quand même des peaux très incarnées qu'il veut, ou alors au contraire, là j'ai 2 chefs-op en tête, c'est l'opposé, quoi. Ouais. Même si les intentions changent en fonction des films, je sais que j'ai une étalonneuse avec son chef-op et ils vont faire quelque chose de très désaturé sur les peaux. Après, il y a qu'un seul film que j'ai avec elle qui est sorti, c'est Vermilio, avec Véronica Thiron. Bon, là, pour le coup, c'était assez froid. Donc, évidemment, les peaux sont plutôt très désaturées. Mais là, on est en train de faire un autre film qui n'est pas sorti. Là, même si on a quelque chose d'un peu plus incarné, ça reste un peu désaturé. Et du coup, je me suis dit, c'est marrant, c'est vraiment leur goût qui est comme ça, quoi. Okay. Pour eux, ça, c'est une peau qui est normale, alors que pour moi, instinctivement, j'aurais mis la peau un peu plus incarnée. Et au contraire, avec Romain Lacourba, on peut faire des images assez froides, mais il va toujours avoir besoin que les peaux soient bien incarnées. Ouais, il y a un traitement distinctif de la peau avec le reste de l'image. Ça va être quand même cohérent, mais l'image va se construire autour de cet élément-là qui, instinctivement, doit être bien placé. De toute façon, c'est le repère en tant qu'être humain. La première chose qu'on regarde dans une image, c'est l'être humain, le comédien qu'on va voir en face. Donc, c'est vraiment l'élément le plus important quand tu vas déterminer ton look. Parce que oui, ça va bien de faire des ombres très froides, effectivement, et des hautes lumières très chaudes. Mais en fait, si le rendu de la peau n'est pas du tout cohérent, a priori, ça plaira à personne. Pour revenir à ta question, en fait, effectivement, moi, j'ai un rapport un peu différent parce que je fais aussi le tournage et assez vite, je me pose des questions très concrètes sur comment on va tourner les choses. Quand je reçois le scénario, et notamment assez souvent, moi, je me pose la question de où est-ce qu'on va tourner, donc à quel endroit géographique du monde. Le prochain film que je fais, on est censé tourner une partie à Saint-Domingue, on devait faire à La Réunion, ça s'est décidé de tourner finalement en Martinique. Donc en fait, ça a quand même une grosse influence sur comment on va rendre un autre espace cohérent par rapport à ce qui est prévu dans l'histoire. Et à ce moment-là, le look avait déjà été défini au moment où le lieu de décor change ou pas? On tourne en février et on n'a pas encore fait cette étape. Donc ça va, au moins ça n'a pas remis en question des trucs trop préparés. Non, il y a pas. Là, c'est pas vraiment une remise en cause, mais en fait, ça peut être. Finalement, on tourne pas du tout en Martinique, mais on tourne en Île-de-France, et donc on va faire en studio. Et donc sur la partie narrative, il va falloir trouver quelques astuces parfois. Ouais, méfie-toi. L'autre fois, j'ai fait un film, donc c'était un film vénézuélien. Ils n'ont pas pu tourner là-bas, donc ils ont fait tous les décors à Lima. Donc c'est tout l'appartement sur fond vert, tous les extérieurs en Dominique, et le 3e tournage est au Mexique pour les extérieurs. Enfin, il faudra tout harmoniser et incarner. Tout est truqué. Là, c'est des films où tu as besoin de beaucoup plus de temps pour étalonner. Ouais, mais c'est pratico-pratique, mais c'est un bon exemple. Et dans l'autre sens, du coup, quelles sont les remarques que les auteurs ou les auteurs réels, eux, vous font le plus souvent quand eux découvrent votre look, votre étalonnage? Effectivement, qu'on est des magiciens. Ah, c'est un mot qui revient, on est d'accord? Ouais, ça, on est d'accord. J'ai eu aussi, par des réalisatrices, l'impression qu'elles accouchaient de leur film. Ouais. Beaucoup aussi, ça revient aussi pas mal. Ok. Il y a des fois pour qui c'est compliqué, hein. Je veux dire, il y a des gens qui ont vécu avec les films pendant des années et des années. Les abandonner, c'est pas facile. Ouais. C'est aussi là l'aspect psychologique du travail. Aussi, même au moment des rushs sur le tournage, il y a tous ces mois de préparation et ça y est, il y a les premières images qui sortent et quand il y a le look qui est appliqué, quand ça sort bien et tout, quand on est content, on fait c'est un peu rassurant, je dirais. Rassuré, ouais. Le moment où on fait les premières corrections, où on sort les premiers dailies, il y a ce petit moment où on n'est plus sur le tournage et la narration, le film, l'environnement, l'univers est d'un coup réel. C'est-à-dire tout ce qui a été pensé en amont. Ça prend vie enfin. Prend vie. L'univers du film vient être le film. Et c'est assez étonnant. Et c'est souvent les premiers jours de tournage où il y a le chaos du plateau. Et mon travail consiste à faire en sorte que ce chaos il soit un peu structuré à la fin de la journée et qu'on puisse passer le relais à la post-production. Et ce moment-là, c'est le moment où le réalisateur, le chef opérateur, la production, etc., tout le monde voit pour la première fois la narration se construire, être présente et ne plus être le chaos du plateau, mais
un bout du film, un morceau du film. Là, grâce à la fin du chaos, quoi. C'est Ouais, le c'est moment plus où- le chaos et puis c'est plus l'imaginaire. Hein. Tout d'un coup, ça y est, c'est concret, quoi. Ouais. Ça sort du sol. C'est ça qu'on a pensé, c'est Ouais. ça. Avant, on a travaillé que sur des choses qui étaient dans nos têtes Et là, ça y est, c'est tout d'un là. coup, c'est là, quoi. Il y a une grosse peur pour les auteurs que les projets n'existent pas. Il y a beaucoup de projets qui n'existent jamais, qui sont développés longtemps. Donc c'est aussi le moment où ça y est, il existe. D'où le fait que tu parles aussi d'accouchement tout à l'heure. Enfin, il y a vraiment un côté de. Sauf qu'après, C'est bon, il y a cette le fois, il existe montage. vraiment. Il est... Oui. Sauf qu'après les premiers rushs qui sont là et on se dit ah ça y est c'est les images et tout, ah il y a le montage. Et Et là, du coup là c'est comment est-ce qu'on Et là, articule. ça redescend. Ah oui, non, ça marche pas. Merde, comment on fait, ouais. Et puis après il y a l'étalonnage et c'est fini. Ok. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'à l'étalonnage, il y a quand même en général quelque chose d'assez agréable. Et puis aussi justement, tu parlais de chaos de tournage. Moi, j'ai bossé avec une réalisatrice. C'était une première expérience pour elle, un tournage de fiction et donc un peu chaotique. Et de retrouver le calme de l'étalonnage. On n'était plus que 3 dans la salle. On était un truc très apaisant en fait. Des fois, on n'a pas de son, on écoute juste de la musique. Donc quand on s'entend bien sur les goûts musicaux, c'est plutôt sympa. Ressourçant aussi, ouais. Un truc très calme, de bulles. Beaucoup moins de stress. Les charges mentales Bien sûr, qui pèsent sur le réalisateur ou la réalisatrice sur le plateau, c'est énorme. ingérable. En Du coup, réalité. toi, Brice, t'es que à cet endroit-là. En plus, t'es que à l'endroit du chaos. Je suis qu'à l'endroit du chaos, mais normalement, on est bien accompagné pour survivre. Et aussi de mettre le look assez tôt sur les rushs, ça va permettre de voir si ça marche un peu plus tôt. Parce que parfois, il y a aussi, si jamais il n'y a pas de DIT, pas de look fait sur les rushs, il y a un peu ce truc, on verra en post-prod, quoi. Enfin, bon, on a les images devant les yeux, mais vu qu'on sait qu'elles sont pas encore étalonnées, pas encore traitées, pas encore ça, on espérera que ça marche plus tard. Et ça, je trouve ça encore plus dangereux, quoi. Parfois, ça peut aussi créer des attentes ou des déceptions, enfin, ou alors on va s'habituer à certaines images, du coup, on va plus vouloir les changer. Et on arrive dans le standard, dans ce cas-là. Voilà. C'est-à-dire qu'appliquer une transformée standard, on parle souvent de Rec 709, la lutte Rec 709, on obtient un look standard et puis on peut pas revenir dessus vraiment. Alors que l'idée, c'est vraiment de se dire que voilà, en amont, on en parle, on y réfléchit. Et donc ensuite, quand on arrive à l'étalonnage, en fait, il y a déjà une intention qui est déjà posée. Et après, on peut aussi se dire, ah bah finalement, ça marche pas. Et moi, je vais discuter avec Florine et on va changer. Mais ça, j'avais une question là-dessus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement, que le rendu visuel que vous aviez anticipé, et là, je parle vraiment à l'étape du montage, c'est-à-dire qu'à la fin, une fois qu'on met les rushs ensemble, ça ne peut fonctionne arriver. pas avec l'énergie qui se dégage de l'image? Est-ce que ça vous arrive de revoir complètement le look Complètement, d'un ça film peut, ou d'une ça série? peut tout à fait arriver. C'est pas une anomalie, c'est pas ultra rare, c'est on part avec un parti pris régulièrement. C'est rare quand même. Il y aura plutôt 2 cas, c'est-à-dire que si jamais on n'a pas vraiment eu le temps de faire des essais ou on a eu le temps de se poser pour réfléchir, donc je travaille avec une color scientist ou pas, mais si on a juste fait des essais HMC basiques, où on n'a pas eu beaucoup de temps de réflexion d'étalonnage, ça peut tout à fait arriver, même assez souvent, de se dire ok, en fait là on a fait quelque chose de basique pour les rushs et en fait on va repenser complètement quelque chose maintenant que le film est monté et que on Ok. voit vraiment l'identité qui se dégage. Ok, c'est que le look était moins prononcé en amont déjà. quoi. Exactement, que c'était moins pensé. Quand on a vraiment travaillé, comme on le fait avec Florine, sur plusieurs séances avant les rushs, ça nous est, je crois, jamais arrivé de repartir sur un look différent. C'est pas complètement différent, mais sur le Merteuil, sur les nuits, Oui. on a pas mal retravaillé le look de nuit. Enfin, sur Merteuil, on avait 8 looks. Il y en a un qu'on a retravaillé Oui. sur les directions, où là, mais parce que aussi, on avait finalement pas ça vraiment dans les essais caméra. Dans les essais caméra, on n'avait pas vraiment de vraie nuit. Parfois, on peut pas vraiment se projeter sur tous les Voilà. décors, même sur Maria, il y avait une séance de boîte de nuit avec des lumières très spéciales Plus où compliqué. du coup ça a un peu posé problème. On a agi dessus, mais bon, ça fait partie aussi des choses auxquelles on est très attentif, quoi, parce que on sait comment on a préparé, donc on sait les conditions qu'on n'a pas encore vues et que donc Vous savez ce sur quoi vous pouvez être surpris en Ouais, gros. c'est voilà, ça. c'est ça. Là, on en parlait juste avant d'arriver. Le dernier film qu'on a préparé ensemble, on a dit, OK, donc en gros, 2 semaines avant l'étalonnage, il faut absolument qu'on voit toutes les deux une version du montage pour se dire, est-ce qu'il y a des choses à réajuster sur le look avant de démarrer l'étalonnage? Là, on a fait la partie du montage, donc quand à l'après, on se rend compte que, est-ce que carrément pendant le tournage, ça t'arrive, toi, Brice? Bah parfois on chante le look sur certaines séquences parce qu'on peut pas l'appliquer. Bah notamment sur les nuits, c'est typique où le look est trop fort, trop contraste. Et dans les nuits qui ont très très peu de dynamique, on peut pas l'appliquer, donc on chante, on trouve une solution. Pour le tournage, ça va pas gêner parce que on verra toujours quelque chose sur le plateau. En revanche, pour les dailies et pour les proxys, il faut que ça soit utilisable sur le long terme. Le tournage, ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, une nuit peut-être. Le montage, ça dure 6 mois, il faut que ça tienne la route. Donc là, je vais trouver une solution un peu plus solide. Et parfois, on appellera Florine, on dit ah ben là, il faut qu'on fasse autre chose. Qu'est-ce que tu as à nous proposer? Puis on va à ce moment-là avoir une nouvelle version, on va revenir rendre les fichiers. Voilà, ça arrive aussi. Ça t'arrive en plein tournage, Florine est appelée régulièrement Pas régulièrement, mais pas mal de gens autour du tournage, qui sont pas sur le tournage, et aussi ceux qui sont sur le tournage, vont recevoir les rushs étalonnés tous les jours, quoi, quasiment, un peu en décalé de la journée de tournage, quoi. Et donc, moi, je vais regarder tous ces rushs pour juste vérifier que ça se passe bien, et je reste disponible. Il y avait un projet où je regardais les rushs, et je trouvais que c'était pas assez contrasté par rapport aux intentions qu'on m'avait dit. Même si on t'a pas demandé, tu préfères toi de toi-même, proactif, vérifier
Vu que toi, t'as le recul de pas être sur le tournage, de te demander est-ce que c'est bien ce qu'on voulait Ouais, bah, ça fait partie du truc que moi je regarde les rushs et après, bah, tu vois, je vais en parler avec les talonneuses, les talonneurs, ça dépend. Dire, t'as regardé les rushs, t'en penses quoi? Tu penses que c'est bien ou quoi? Est-ce que on en parle au chef-op parce que le chef-op est hyper occupé, donc va pas commencer à lui envoyer des messages tous les 2 secondes pour savoir ce qu'il en pense. Mais se dire, bon, là, ça vaut peut-être le coup de lui demander ce qu'il en pense. Bon, est-ce que le contraste est bien? Ok, ça va, bon, bah, très bien. Et puis voilà, souvent, c'est pas des trucs très, très marqués, quoi, mais c'est plus une tendance un peu globale que j'aurais bien aimé réajuster. Le film qui se passait là à Bristol, dont on parlait, l'étalonnage va être en mars. Moi, je trouve qu'il y a une couleur qui est trop forte, trop saturée, mais j'en ai pas trop parlé encore avec le chef-op parce que ça empêchait pas la narration, tu vois, c'était pas hyper grave. C'est vraiment un truc d'affinage. Faut prioriser dans ces situations-là. Et du coup, je me suis dit ça. Tu le gardes sous le pied pour l'étalonnage. C'est pas très grave. On va pas commencer à dire il y a un problème parce que du coup, tout le monde va paniquer. Surtout que ce n'est pas un problème. Et donc, on va en effet en parler juste avant l'étalonnage, se dire est-ce que je réajuste le look que j'avais fait pour ça, histoire que ça soit un peu plus harmonieux, enfin, en tout cas, comment je l'imagine. Mais oui, ça arrive de devoir réajuster et c'est normal. Puis c'est bien de se poser des questions. C'est plus rassurant que quand j'ai aucune nouvelle du tournage, je me dis mais vous avez regardé les images? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que vous pensez de votre place artistique dans l'industrie française, vis-à-vis notamment des échos que vous auriez de l'étranger, de comment vos métiers marchent ailleurs? En effet, mon métier est beaucoup plus développé. J'ai jamais été à l'étranger pour voir ces color scientists travailler, mais j'ai un ami qui est étalonneur à New York chez Arbor et qui me disait il y a une équipe de 10 color scientists qui travaillent tous les jours avec l'équipe d'étalonneurs qui sont en fixe. C'est aussi une particularité, en effet. Je connais pas comment ça fonctionne dans tous les pays, mais à l'étranger, il y a beaucoup d'étalonneurs qui sont en fixe et ça permet, quand tu es dans le labo à plein temps, il y a une autre relation qui se crée avec les gens du laboratoire et les étalonneurs parce que tu peux aller plus loin dans les projets, étudier les nouveaux outils. Alors que quand tu es freelance, tu es entre chaque labo, tu dois t'adapter à chaque labo. Enfin, c'est pas du tout la même relation qui se noue, donc ça, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est l'économie dans laquelle on est, quoi. J'ai une storyboardeuse qui nous a dit la même chose quand j'ai reçu les storyboarders, qui me disait qu'il y avait des réals, qui avaient des storyboarders avec eux au quotidien, qui leur pondaient en fait des images et eux après dedans ils choisissaient j'aime bien cette façon de faire, cette façon de faire, cette façon de faire. Ils étaient nourris en continu par des personnes qui étaient là en fixe. Là, les color scientists, ils vont vraiment venir retravailler des looks, des espaces couleurs de travail pour mieux utiliser les nouveaux outils d'étalonnage qui sont disponibles. Enfin, là, c'est des exemples, quoi, mais en tout cas, c'est un poste qui est beaucoup plus inclus dans l'industrie là-bas, intégré, voilà. Et, vous êtes nombreux color scientistes en France à faire ce métier? Pas vraiment, non. Je me suis inspirée quand j'ai commencé à travailler de ce métier-là pour commencer à le faire au laboratoire Éclair, dans lequel j'ai commencé à travailler. Mais en fait, j'étais un peu la seule à faire ça à Paris. Après, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui vont un peu être color scientists à leur façon, à leur poste aussi. Enfin, il y a des étalonneurs qui vont créer leur look, qui vont passer beaucoup de temps comme ferait un color scientist. Il y a des DIT qui vont créer des outils. Il y a différentes personnes qui ont cette connaissance-là. Ça s'est réparti différemment. Mais c'est pas très... moi, je fais même pas ça à plein temps non plus. Je suis dans cette boîte MPC Transperfect où je bosse aussi sur les workflows des effets spéciaux. Chacun, on a trouvé notre petite place. C'est pour ça que c'est pas du tout sur tous les projets. DIT, Brice, comment c'est en France par rapport à l'étranger? Est-ce que tu sais ou pas? Oui, parce que nous, on est très connectés avec l'étranger. Les DIT dans le monde anglo-saxon sont beaucoup plus présents que nous, on l'est en France. Chaque fois que je parle à mes confrères anglo-saxons, ils disent il n'y a pas de tournage sans DIT. En France, il y a plein de tournages sans DIT. On a une économie qui est un peu différente et on n'est pas du tout autant centré sur la technique de l'image. Enfin, c'est aussi le miroir de ce que tu vis toi. Les DIT, ils ont pas aux États-Unis aussi des gestions que vous avez pas, des données, des choses comme ça, que vous c'est de l'assistant cam qui va les faire, ou du coup vous êtes plus sur l'artistique ou... Alors, ça dépend de la distinction qu'on faisait tout à l'heure entre DIT on-set et near-set. En on-set, on va pas s'occuper de la gestion des data. Ça va être soit le second assistant caméra, soit le data manager. Surtout l'équipe caméra anglo-saxonne est beaucoup plus grosse. Et artistiquement, ça change quelque chose du coup? Non, je dirais qu'on a la même responsabilité, ouais. Et enfin, toi Mathilde, comment ton boulot étalonnage il peut changer par rapport à l'étranger? C'était une notion de... Écoute, j'ai une copine moi qui est emménagée à Los Angeles et effectivement c'est ce que j'avais comme retour aussi sur les autres pays, c'est que en France on a quand même une spécificité depuis la chute, on va dire, des grands laboratoires, d'être devenu beaucoup plus freelance ou intermittent au niveau des étalonneurs. Ouais. Donc il y a de moins en moins de labos avec des étalonneurs en fixe. Donc avec pour moi un gros inconvénient qui est effectivement ce que disait Florine, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément des machines à dispo tout le temps, on n'a pas forcément du temps tout le temps sur ces machines-là, donc ça veut dire qu'effectivement il faut s'équiper à côté de chez soi pour pouvoir bosser. Puis ça vous isole aussi, la circulation de l'information, de tout la connaissance. Ouais, c'est pour ça que voilà, on a essayé de mettre en place une association d'étalonneurs pour pouvoir échanger sur nos métiers, parce qu'avant c'était quelque chose qu'on faisait tout le temps à l'intérieur des laboratoires. Après, le gros avantage de cette situation-là, c'est qu'en fait on fait un vrai binôme avec les chefs opérateurs.
Et que comme en général, les labos, c'est pas les chefs op aujourd'hui qui les choisissent, mais c'est les productions. L'avantage, c'est que c'est là-dessus, je disais, on est vraiment intégré à l'équipe image, c'est-à-dire qu'en fait, on fait partie de l'équipe image du chef opérateur. Et ça, pour le chef op, c'est un vrai confort. C'est-à-dire que lui, il a pas besoin de se préoccuper de l'interface avec le labo, parce que ça, c'est nous, c'est notre boulot. Et donc, en fait, c'est moi qui dois m'adapter. Mais tu assures une continuité artistique vis-à-vis de lui, quoi. Voilà. Et donc, moi, je me débrouille avec les contraintes, on va dire, techniques du labo. Mais là, voilà, je travaille avec Gilles Porte. L'année dernière, on a fait un film en Suisse, un film en Allemagne et 2 films en France, quoi. Pour lui, du coup, c'est assez cool parce que je parle avec les labos. C'est une forme de garantie aussi. C'est un vrai plus, une vraie continuité. Ça fait plus de 18 ans qu'on travaille ensemble. C'est confortable, on se connaît. Du coup, où qu'on aille, ça va fonctionner, quoi. Quel est le dernier film ou dernière série que vous avez vu récemment qui vous a marqué en termes d'étalonnage? Quand je dirais vu récemment, c'est pas forcément un film ou une série récente, c'est juste un truc que vous avez vu dernièrement qui vous a marqué, quoi. Donc moi, c'est un film que j'ai vu récemment, La Morsure. Film de vampire, c'est un premier film, je crois. Romain de Saint-Blanca. Ouais. C'est un hommage au film d'horreur des années 70. Et en fait, il se trouve que ils ont étalonné avec un nouvel outil qui a été développé par un chef-op, un DIT, toute une équipe. Et j'ai trouvé le rendu très intéressant. Donc, on a expérimenté un peu leur outil sur un des films qu'on fait avec Florine, justement. Et là, sur le film sur lequel je suis en train de travailler aussi. En plus, c'était un film d'époque, j'avais vu à Jarmet, Ouais, je me ouais, rappelle. c'est C'était un film vraiment, d'époque avec à la fois des costumes d'époque, ça allait assez puis loin. c'est vraiment hommage au film des années 70. Et pour le coup, je trouve que ça fonctionne très, très bien. C'est très looké, c'est très marqué. Mais je trouve que sur ce que ça raconte, en tout cas, ça fonctionnait très bien. C'est le film exemple de Hal Picture en plus. Beaucoup des démos qu'ils font. Bah écoute, c'est drôle parce que le film n'est pas si connu, il n'a pas tant marché, je pense, mais enfin, artistiquement, il est considéré comme une réussite. Mais je veux dire, pour vous, c'est un cas d'école, quoi. Et en l'occurrence, il fait quoi ce plugin? De la simulation, de look pellicule, De la texture, ouais, et de la texture couleur, et de la couleur. Ouais, c'est un truc qui est très recherché pour casser le côté numérique de vos images. Et de... Ouais. Mais il vient de sortir. Il y a cette série espagnole qui s'appelle La Messia. Ouais. Que j'ai vu très récemment, qui est une fresque sur plusieurs époques où il y a du coup 2 looks différents assez marqués. Je trouve qu'ils ont trouvé une texture pour le coup qui est à la fois marquée, fonctionne avec le temps narratif, mais aussi qui est quand même assez subtile et assez élégante. Je crois que je sèche complètement là, je suis désolée. Moi j'avais plein d'autres idées, mais bon. Bah tiens, du coup, Mathilde, une deuxième, elle est comme ça, on s'arrête là-dessus. Onoda de Harry. C'était fou ça. C'était voilà, Ouais. Gadiel, l'étalonneur, je ne me rappelle plus de son nom de famille. Ils ont fait grosse recherche sur la texture notamment aussi. Enfin bon, faut le voir. Ok, très bien. C'est très intéressant. Bah, merci à tous pour vos réponses. Merci. 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 L'étalonnage et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Florine, Mathilde et Brice pour leur participation. Merci à un autre Brice Legrand, pour son aide précieuse dans l'organisation. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art, mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. Bonne année 2026 et à bientôt.